Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bien sûr. Dominique Gambier et puis toute l'équipe de Sciences Action Haute-Normandie vous remercie de votre présence, les fidèles et les nouveaux arrivants. Et puis en avant pour cette nouvelle saison des forums du savoir, dont vous avez le programme, je pense, hein, il est vraiment disponible partout. Et puis en plus, de toute façon, vous pouvez le consulter sur le site de Sciences Action, www.sciencesaction, en un seul mot, .asso.fr. Alors, nous avons plusieurs fois déjà, pour ceux qui nous suivent depuis un petit bout de temps, parlé de Darwin et de sa théorie de l'évolution, plus ou moins bien vue de l'autre côté de l'Atlantique, selon les États. Mais de mémoire, jamais nous n'avons encore, je crois, associé la théorie de l'évolution et les mathématiques. Eh bien, c'est précisément ce que nous allons aborder ce soir grâce à Sylvie Méléard, présidente du département mathématiques appliquées à l'école polytechnique, entre autres, mais vous avez d'autres renseignements la concernant à l'écran. Et le titre de ce forum peut paraître à des néophytes, à des ignorants un peu, pour dire les choses comme elles le sont, un peu paradoxal. Il est relativement peu intuitif d'associer mathématiques et hasard. Dans l'esprit de tout un chacun, les mathématiques, c'est quand même une science exacte. Mais c'est à Sylvie Méléard de nous éclairer. Je me demande en quoi les mathématiques peuvent nous servir de boule de cristal dans un certain nombre de domaines. On va certainement en apprendre beaucoup. Sylvie Méléard, merci d'être avec nous. Et puis, je vais vous céder la parole. N'oubliez pas que vous avez tout loisir de poser des questions à la fin de l'intervention ou pendant, peut-être, hein, s'il y a quelque chose de très urgent qui vous interpelle, l'intervention de Sylvie Méléard. Et puis, voilà, merci encore de l'attention que vous voudrez bien lui prêter. Sylvie, merci, bonsoir. Et je vous laisse la parole. Merci. Donc, c'est bon, le micro est mis? Alors, est-ce que le micro fonctionne? Est-ce que tout le monde nous entend bien? Très bien. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là avec autant de monde. Donc, moi, je suis probabiliste. Donc, depuis un certain temps, je développe les mathématiques du hasard. Alors, il y a des problèmes, pardonnez-moi, il y a des problèmes de son. Est-ce qu'on peut monter le son? Micro-cravate, je crois qu'au premier, on n'entend pas bien, c'est bien ça? Voilà, allez-y. C'est mieux là? Vous entendez mieux en haut? Bon, okay. alors, bon. Voilà. Donc j'ai expliqué que je suis probabiliste de formation et de goût et de passion, et que donc le but des probabilités, c'est justement de modéliser le hasard. Et depuis une dizaine d'années, à la suite de rencontres passionnantes avec des écologues et des biologistes de l'évolution, je me suis mis à travailler dans ces problèmes de modélisation, d'évolution, essayer de comprendre les impacts à la fois de type génétique et écologique à travers des interactions, et donc pour comprendre un peu mieux, du point de vue des mathématiciens, les phénomènes d'évolution. Et ce qui est vraiment intéressant, je reviendrai dessus à la fin de la conférence, c'est qu'on travaille vraiment ensemble avec les biologistes pour essayer d'affiner nos modèles et de comprendre un peu de mieux en mieux comment ça marche. Et du point de vue mathématique, on crée des nouveaux théorèmes et des nouveaux résultats. Et du point de vue de la biologie, je pense que ça donne... faut pas se leurrer, hein, c'est extrêmement compliqué la biologie et toute la science des écosystèmes et autres, mais je pense qu'on peut amener un point de vue objectif et un peu dépassionné par nos équations, en fait, de ces modèles d'écologie-évolution. Donc, en fait, j'ai choisi de faire une conférence qui parte un petit peu de l'histoire, à partir de avant Darwin, du reste, et puis je vais essayer de raconter un peu la genèse des idées, et de vous montrer comment ces idées de Darwin, qui n'étaient pas du tout, loin s'en faut, mathématiciens, ont en fait permis de développer toute une science des probabilités et beaucoup d'objets probabilistes. Donc, en fait, j'ai choisi de remonter à peu près à l'époque de Galilée pour vous montrer déjà les différences de développement scientifique qu'il y avait entre les maths et la physique d'une part, et puis, on pourrait dire l'écologie et l'évolution d'autre part. Donc, en 1604, on a déjà... Galilée a à peu près compris la chute des corps, et donc on est déjà très avancé dans les lois de la physique. Mais là, je vous montre des planches qui datent de 1605, donc c'est des planches qui m'ont été fournies par Pierre-Henri Gouillon, qui est au Muséum national d'histoire naturelle. Et vous voyez la connaissance qu'on a. Alors là, vous avez des feuilles qui tombent dans l'eau, et quand elles tombent, elles se transforment en poissons. Donc c'est la même époque, hein.
où là c'est un peu le même genre. Là, c'est vraiment très intéressant. Donc, les seules idées d'évolution, c'est en fait des idées d'analogie de forme. Hein, et vous voyez qu'ici, il y a une analogie entre, donc ça c'est des animaux type crustacés qui vivent essentiellement sur les côtes atlantiques. Les Portugais en sont très férus, par exemple, qui s'appellent des bernacles. Et vous avez les oies bernaches ou bernacles, avec, suivant la langue, avec ce bec qui ressemble un peu. Et donc les idées en 1605, c'était des arbres à bernacles. Donc vous voyez, vous avez une espèce de plante, et dedans, je ne sais pas si vous voyez, des petites oies. Et les petites oies, dès qu'elles naissent, elles tombent des plantes dans l'eau. Hein, donc vous voyez, ces planches. Donc c'est pour dire que à l'époque de Galilée, du point de vue de l'écologie et de l'évolution, on était très très loin de toute forme de modélisation et de compréhension des phénomènes, hein, et même extrêmement naïf. Alors, j'aime bien commencer par parler de Pierre-Louis Moreau de Maupertuis. Je pense que c'est la première vision évolutive qui est apparue. Donc, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, c'était le fils d'un corsaire malouin qui avait été anobli par Louis XIV. Donc, il avait une voie toute tracée dans l'armée, et il a choisi les mathématiques. Bon, je dis ça à mes étudiants polytechniciens pour les motiver. Alors, en mathématiques de l'époque, c'est des savants, quoi. Hein. Ils maîtrisaient à la fois les mathématiques, l'astronomie, la géographie, ils voyageaient de par le monde. Et en fait, il a fait très peu d'observations, contrairement à ce que fera Darwin plus tard. En fait, il avait deux types d'observations. Et à partir de là, en fait, il a émis dans ce livre qui s'appelle, j'aime bien ce nom aussi, La Vénus physique, en fait, les premières idées de génétique moderne, et tout de suite, il voit l'importance du hasard à travers donc, ce qu'on va appeler la variabilité individuelle. Donc, il essaye de comprendre comment on peut produire des espèces nouvelles. En fait, il a été très choqué par l'exposition à Paris, je crois, d'un nègre albinos ramené des colonies, je ne sais plus par qui, et qui le fait réfléchir sur les mutations. Et donc il intègre ces mutations dans cette première vision de l'évolution. Et voilà ce qu'il explique. La nature contient le fond de toutes ces variétés, mais le hasard ou l'art les met en œuvre. Nous voyons apparaître des races de chiens, de pigeons, de serins qui n'étaient point auparavant dans la nature. Ont été d'abord que des individus fortuits, mais l'art et les générations les répétées en ont fait des espèces. Donc là, il y a un peu toutes les idées que je vais essayer de faire passer, c'est-à-dire que vous avez un individu, et un seul au départ, qui va apparaître, qui va être différent, et qui en fait, alors on va le voir après, ça peut être expliqué par justement des contraintes environnementales ou autres, va se reproduire, va être bien adapté à l'environnement dans lequel il apparaît, et il va se reproduire et créer une sous-population d'individus qui lui ressemblent. Et si cette sous-population est viable, eh bien, sur des longues échelles de temps, elle va pouvoir fabriquer une espèce. Donc, vous voyez, ces idées-là sont déjà dans ce travail de Maupertuis, très ancien. Alors, le deuxième grand biologiste, du reste c'est lui qui a donné son nom à la biologie dont je voudrais parler, c'est Lamarck, qui a essayé de faire évoluer la vision de ce qu'on appelait la grande chaîne des êtres, c'est-à-dire une vision linéaire des espèces. Et j'aime assez ce graphique-là, vous voyez, où vous avez le non-être en bas, ensuite vous avez les minéraux, les plantes, les animaux, tout près il y a les femmes, puis quand même au-dessus il y a les hommes, les démons, les anges, et ensuite il y a Dieu. Donc je trouve que c'est intéressant. Et bon, vous avez une autre chaîne des êtres un tout petit peu plus... Donc vous voyez que premièrement, les espèces sont très figées, donc une vision figée des espèces, et deuxièmement, une hiérarchie des espèces. Alors en fait, Lamarck, il a une vision qui va apparaître beaucoup plus pertinente, et qui va être en fait un petit peu l'ancêtre d'objets probabilistes qu'on utilise beaucoup maintenant, et qui est de remplacer cette image linéaire par un arbre buissonnant, où il y a plein, comme on l'a vu avec Maupertuis, il peut y avoir plein de tentatives de développement d'espèces liées à des individus différents qui apparaissent, mais souvent ces tentatives sont avortées, et de temps en temps, il va y avoir une tentative qui réussit. Donc, alors, Lamarck, par ailleurs, il a cette vision, il commence à avoir cette vision d'évolution, mais en fait, il imagine que ce sont les individus
qui évoluent pendant leur vie. Alors il y a des dessins fameux et qui font sourire maintenant des girafes. Hein, la girafe, elle mange les feuilles des arbres qui sont autour d'elle, puis quand il n'y a plus de feuilles, elle est obligée de tendre le cou pour aller trouver les feuilles qui sont plus hauts, etc. Donc maintenant, ça nous fait sourire, mais c'était déjà une idée intéressante à l'époque, et maintenant, du reste, il y a des nouvelles théories biologiques qui intègrent ces idées-là fortement. Donc lui, comme il pense longtemps qu'il y a des espèces bien figées qui existent, et puis il commence à réaliser qu'en fait, dans la nature, il n'y a que des individus, et chaque individu peut être potentiellement capable de créer des nouvelles espèces. Donc ça, c'est un point de vue qui est vraiment tout à fait nouveau et qui va prendre ses lettres de noblesse avec Darwin. Donc Darwin qui naît en 1809, qui est fils d'un médecin bourgeois anglais et donc est prédestiné à faire des belles études. Bon, il est envoyé à Cambridge, ça se passe très très mal, il est particulièrement nul en maths du reste. Et ensuite, il essaye des études de théologie, ça ne lui plaît pas plus. La seule chose qu'il aime, c'est observer. Et finalement, un ami lui propose de s'embarquer. Au départ, ça devait être pour 2 ans, donc sur ce bateau, le Beagle, qui part faire le tour du monde. Finalement, ça durera 5 ans. Et là, il se met à observer et à récolter énormément de données. Hein, on appellerait ça des données maintenant. Et en fait, assez vite, sa théorie est faite. Mais il a peur. En fait, je pense qu'il a peur de s'exprimer parce qu'il se rend bien compte que c'est une théorie qui est révolutionnaire, hein, on le voit encore aujourd'hui. Et il va attendre très longtemps avant de la développer. En fait, il va attendre de recevoir un courrier d'un jeune qui s'appelle Wallace et qui, en fait, est arrivé à peu près aux mêmes éléments de sa théorie. Et donc, là, il va s'empresser d'écrire le livre qui a quand même révolutionné la biologie, à savoir l'origine des espèces, donc qui apparaît en 1859. Alors, en fait, ce livre, il va complètement révolutionner les choses au sens où, avant, on la voit encore maintenant, hein, on avait une vision des espèces complètement figées, là, comme un camembert avec les plantes, etc. Hein, on peut découper. Et puis Darwin, il a plutôt cette vision-là. Bon, on appelle ces oiseaux des pinsons de Darwin, même si je ne suis pas sûre que ce soit des pinsons. Mais cette vision-là, ça veut dire que, vous voyez, vous avez des espèces qui ont des petites variabilités les unes par rapport aux autres. Et on peut imaginer que quelque part dans le passé, il y a eu un ancêtre commun, à partir duquel ces espèces se sont créées peu à peu. Donc là, vous voyez, la variabilité, elle est sur les tailles des becs. Et tout à la fin, je vous montrerai un modèle mathématique qui est un peu construit à partir de ces tailles de becs. Alors, donc dans ce livre, Darwin introduit ce qu'il va appeler la sélection naturelle. Et donc, on va voir comment on peut essayer de comprendre cette sélection du point de vue mathématique et comment on peut aussi la relier à l'environnement. Alors, en fait, il formule une hypothèse selon laquelle, comme je l'ai montré sur ces oiseaux, eh bien, toutes les espèces, essentiellement, ont évolué à partir d'un seul ancêtre commun. Et les espèces vont être sélectionnées à travers ce processus dit de sélection naturelle. Donc, ces œuvres sont très controversées, ça je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais enfin, Darwin, contrairement aux gens de la génération de Galilée, ou juste un peu avant, il est quand même enterré à Westminster, et il n'a pas été obligé d'être parjure comme Galilée. Donc, il y a quand même une évolution de la pensée entre-temps. Alors, en fait, l'idée, elle peut être vue comme ça. Si vous regardez combien vous avez d'ancêtres, vous avez 2 parents, 4 grands-parents. Donc, si vous remontez sur n générations, vous aurez 2 puissance n ancêtres, a priori. Donc, si vous remontez à Charlemagne, l'an 800, ça fait 50 générations. Donc, vous voyez, ça fait à peu près 1 million de milliards d'ancêtres. Bon, ça, on sait bien que ce n'est pas possible. Ça peut être une preuve qu'on a eu des ancêtres communs dans le passé. La bonne vision, c'est plutôt celle-là. On viendra dessus pour la justifier mathématiquement. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, là, c'est assez éclairé. Là, vous voyez qu'il y a plein de couleurs. Donc, le temps 0 est là. Donc là, ça décrit des types, merci beaucoup, d'individus avec des types différents qui sont associés aux couleurs. Et le temps évolue vers la droite.
Donc ici, imaginons qu'on est au temps présent. Vous voyez, au temps présent, tout le monde est issu de la même espèce, a le même type. Mais vous voyez, quand vous remontez le temps, en fait, on voit que tous les gens sont issus du même ancêtre. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, il y a des espèces, un certain nombre d'espèces qui se sont développées, certaines mieux adaptées que d'autres. À ce moment-là, vous voyez cette espèce verte, donc elle se développe. La rouge aussi va se développer. Et puis après, alors on verra que ça peut être pour des raisons soit environnementales, soit uniquement du fait du hasard, ce qu'on appelle la dérive génétique en biologie. Eh bien, c'est l'espèce bleue qui va envahir et se fixer dans la population, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il n'y aura plus que des gens de cette espèce bleue. Donc on expliquera ce modèle, ça c'est une simulation à partir d'un modèle probabiliste qu'on essaiera de comprendre après. Alors là j'ai piqué des transparents à Pierre-Henri Gouillon sur comment expliquer la sélection naturelle. Bon, je pensais qu'il y aurait plus de jeunes, mais enfin moi ça me fait toujours rire. Donc vous imaginez des dinosaures en train de paître tranquillement, et puis il y a un vilain tyrannosaure qui arrive, et voilà, tout le monde se met à courir. Et ce petit dinosaure-là dit à l'autre, pourquoi tu cours, pourquoi tu essayes de courir aussi vite, de toute façon il va nous rattraper. Et l'autre lui dit, t'as rien compris, j'essaye de courir plus vite que toi. Donc vous voyez que s'il y a un environnement de tyrannosaure, donc là c'est un environnement de prédation, c'est sûr que ceux qui ont le plus de chances de survivre, c'est ceux qui courent le plus vite, qui ont des plus longues pattes. Donc, ils vont se reproduire entre eux, et donc, ils vont peut-être fabriquer des gens qui courent encore plus vite. Et on peut imaginer comme ça. Et bon, là, je vous ai mis l'exemple des dinosaures, mais on a des données mesurées. Par exemple, il y a eu des études qui sont sorties dans Nature il n'y a pas très longtemps sur l'invasion des crapauds buffles en Australie, où il se passe un peu le même type de phénomène. Les gens les crapauds, qui sont en propagation de front se reproduisent entre eux avec des grandes pattes et de plus en plus grandes pattes, etc. Donc, voilà, cette idée de sélection naturelle, elle est liée aux ressources à un environnement et elle va sélectionner. L'idée de Darwin, c'est que ce processus, ce phénomène qui était très théorique dans sa tête, c'est de sélectionner au cours du temps les individus les mieux adaptés à l'environnement au moment où ils apparaissent dans la vie. Alors, donc j'ai repris, c'est une traduction de Darwin, qui est intéressante parce qu'on voit vraiment pour moi, Darwin, il avait une pensée probabiliste. Comme il naît beaucoup plus d'individus de chaque espèce qu'il n'en peut survivre, donc on l'a vu avec nos ancêtres, et que par conséquent, il se produit souvent une lutte pour la vie, comme dans les dinosaures, il s'ensuit que tout être qui varie, donc il y a la notion de variabilité individuelle de Maupertuis qui revient ici, même légèrement d'une façon qui lui est profitable, dans les conditions complexes et quelquefois variables de la vie, on peut imaginer l'environnement, a une plus grande chance de survivre. Cet être est ainsi l'objet d'une sélection naturelle. En vertu du principe si puissant de l'hérédité, toute variété ainsi choisie aura tendance à se multiplier sous sa nouvelle forme modifiée. Donc ça, c'est aussi l'idée qu'on avait déjà vue dans Maupertuis, à savoir, donc vous voyez, vous avez des variations dans les types qui caractérisent les individus, et de temps en temps, il y en a un qui va émerger, qui est particulièrement adapté pour la reproduction et pour la survie, et qui, lui, va se développer, donc il va être l'ancêtre d'une sous-population de gens très adaptés et qui vont se développer peu à peu. Et donc, c'est ce type, donc vous voyez, il y a l'apparition d'un individu au hasard, et puis il y a la variabilité des caractéristiques des individus. Donc c'est ces phénomènes-là qui sont typiquement probabilistes qu'on va essayer de prendre en compte, et je vais un peu essayer de vous raconter la manière dont se sont fabriqués les modèles et l'émergence des idées qui sont liées à ça. Alors moi, je suis toujours fascinée par... je trouve que quand on lit l'origine des espèces, c'est presque comme Sherlock Holmes. On voit la construction de la pensée, c'est vraiment une succession d'assertions logiques. Et je trouve qu'il a une pensée vraiment très mathématique, au sens où il a une pensée extrêmement claire et faite de déductions successives. Et à la fin de sa vie, il écrit à sa petite fille, et il écrit ça. Il écrit qu'il a profondément regretté de ne pas s'être efforcé de comprendre quelques aspects et principes essentiels des mathématiques, car les hommes dotés d'un tel entendement semblent posséder un sixième sens. Donc ça, je laisse pour les jeunes en particulier, je les laisse réfléchir, profiter de vos enseignements de mathématiques en pensant à Darwin. Alors,
dans le livre de Darwin, c'est un texte, il n'y a qu'un dessin, hein, il y a une figure, c'est cet arbre, et donc avec lequel il essaye d'illustrer sa théorie de la sélection naturelle. Et on rejoint, vous voyez, on retrouve un petit peu les idées aussi de Lamarck, d'arbre buissonnant. Donc vous avez en bas, donc ici le temps va vers le haut. En bas, vous avez des espèces qu'il a notées avec des lettres capitales. Et puis, bon, il regarde ici essentiellement les développements des espèces A et I. Donc, vous voyez, à partir de ce type ici, grand A, il y a des essais. Vous voyez le petit arbre buissonnant, là, hein, dont on avait parlé avec Lamarck, il y a des tentatives d'invasion d'espèces. Et puis, il y en a deux qui sont particulièrement adaptés, qui vont arriver à se fixer au cours du temps, hein, et qu'il a représenté par les traits extrêmes là. Donc, ça, c'est des unités de temps. Hein, c'est un dessin abstrait pour faire comprendre l'idée. Et donc, à chaque unité de temps, vous voyez, vous avez les espèces en vie à ce moment-là, à partir desquelles des individus différents essayent de développer une petite sous-population. Donc, il y a des tentatives avortées, puis quelques tentatives qui marchent et qui vont faire évoluer les espèces. Si on pense que l'axe ici des abscisses, l'axe horizontal, décrit des caractéristiques, par exemple, génétiques des espèces. Hein. Darwin ne connaît pas beaucoup la génétique, mais on ne connaît rien encore à cette époque-là, mais il a déjà ces idées-là. Et puis, il y a quelques espèces qui n'évoluent pas, comme celles qui sont ici. Bon, les anti-évolutionnistes ont des tas d'exemples de ces espèces-là, comme contre-exemple, hein, comme le ginkgo ou des choses comme ça. Donc, on va voir cet arbre. Et alors, cet arbre, c'est l'ancêtre de tous les arbres de phylogénie. Hein, je reviendrai aussi là-dessus. Donc, on a pu représenter à diverses époques, ça c'est des arbres de phylogénie, donc qui essayent de représenter justement la parenté des espèces en remontant le temps et en essayant de trouver l'ancêtre commun. Alors, il y a vraiment des dessins très arbres ou plutôt buissons. Et puis, vous voyez, ça c'est une phylogénie moderne des dinosaures qui est faite à partir de données moléculaires. Donc, ça devient des objets. Là, je suis tombée sur une phylogénie. On est en train de faire une phylogénie de tous les mammifères, par exemple, à l'heure actuelle. Donc, il y a beaucoup de travaux sur ces constructions de phylogénie, c'est-à-dire essayer de reconstruire tous les liens de parenté entre les espèces. Alors, vous voyez, on a vu cet arbre-là, ce dessin-là, et puis je vais vous montrer donc le premier objet probabiliste qui est issu des pensées de Darwin, qui est ce qu'on appelle maintenant le processus de bien-aimé Galton-Watson. Alors, il se trouve que Galton est le cousin de Darwin, de 20 ans son cadet. C'est un aventurier, sans doute une tête brûlée, et en fait, il est complètement séduit par le livre L'origine des espèces, et il a envie de comprendre et de prouver les choses. Donc, il s'attelle à la tâche avec un Watson dont je ne peux pas vous dire grand-chose. Et en fait, ils vont construire un objet probabiliste qu'on appelle un processus aléatoire qui va avoir des répercussions dont beaucoup de gens encore à l'heure actuelle en recherche travaillent sur cet objet-là. Alors, pourquoi je l'ai appelé bien-aimé Galton-Watson? Donc, Galton-Watson sont des Anglais et en fait, ils fabriquent cet objet à la suite aussi de préoccupations qui étaient très importantes à l'époque chez les aristocrates, à savoir la disparition de leur nom de famille. Donc, Galton et Watson avaient essayé de modéliser, en fait, la généalogie d'un nom de famille dans les descendances successives, en ne regardant bien sûr que les mâles dans la descendance. Alors, il se trouve que Bien-Aimé, qui est un mathématicien français, avait eu la même idée 100 ans avant, mais qu'il a publié son travail dans une revue assez obscure, et donc ça a été assez oublié. Et en fait, ce travail a été retrouvé après que tout le monde se soit ait connu le travail de Galton et Watson. Alors, Bien-Aimé avait fait des preuves justes, et Galton-Watson avait fait une preuve fausse, mais on appelle ça quand même généralement processus de Galton-Watson. Alors l'idée, c'est d'essayer de prendre en compte, dans une évolution de population, on regarde une petite population, même on va partir d'un individu, et on va essayer de calculer, on voudrait connaître, donc une petite population a des fluctuations, alors ça c'est une idée sur laquelle je vais revenir, comme vous avez peu d'individus, vous avez des fluctuations aléatoires, hein, si vous avez 10 individus, s'il en est un, ça fera 11 au lieu de 10, ça fait une grosse variation, s'il en meurt 2, ça fera 9 au lieu de 11, etc. Donc, on voit toutes les fluctuations
dans la population. À la différence d'une grande population macroscopique, s'il y a 10 000 personnes, s'il en disparaît une ou s'il y a une naissance, on ne va pas voir ces petites variations. Elles vont être infinitésimales par rapport à la taille de population. Là, dans ces modèles probabilistes, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette idée de petite population. Donc vous partez avec un individu au temps 0. Donc ici, le temps va vers le bas et en fait, on va regarder des générations auxquelles on a de la reproduction. Donc cet individu, vous voyez, il a 3 descendants. Alors ici, dans mon exemple, donc ces descendants, vous voyez respectivement 2, 0 et 2 enfants, et 3 enfants, pardon. Donc ce qu'on va supposer, c'est qu'en fait, à chaque génération, eh bien, les individus vont avoir un nombre aléatoire d'enfants, qui ce nombre aléatoire donc, est géré par une certaine loi, qu'on appelle une loi de probabilité. Et ce qu'on va connaître, c'est la probabilité d'avoir qu'un enfant. Donc cette loi-là, cette distribution qui gère ce nombre aléatoire d'enfants, elle est décrite par une suite de nombres compris entre 0 et 1 pk et de somme 1. Alors pour fixer les idées, j'ai pris k entre 0 et 5, ça veut dire qu'on a dans cet exemple-là entre 0 et 5 enfants, donc on peut prendre n'importe quoi ici. Et donc, on a une suite de nombres qui caractérise ça. Et pk, ça va être la probabilité qu'un individu donné ait qu'un enfant. Donc, vous voyez qu'ici, quelle que soit la génération, donc, ce qui permet de faire beaucoup de calculs dans ce modèle, c'est que quelle que soit la génération et quel que soit l'individu, il aura la même loi de reproduction. Alors, ce qu'on voudrait connaître, c'est calculer la probabilité d'extinction de cette population. Donc ça, c'est des problèmes qu'on développe beaucoup dans les problématiques de biodiversité, ou la probabilité de persistance de la population. Donc, en fait, j'ai appelé à chaque instant n, à chaque génération n, j'appelle xn le nombre d'individus, la taille de la population. Et donc, j'aimerais savoir si, quand n tend vers l'infini, xn va tendre vers 0, donc on n'aura plus personne dans la population, ou calculer la probabilité que pour un n fixé, xn soit positif, c'est-à-dire qu'on est encore persistance, on est encore des individus dans la population. Alors pour ce faire, on introduit un polynôme, vous voyez, dont les coefficients sont, donc le monôme d'ordre k, là, de degré k, son coefficient, c'est la probabilité d'avoir k enfants. Donc, si on a un nombre fini d'enfants, là, j'ai pris de 0 à 5, c'est un polynôme. Si on se permet d'avoir un nombre dénombrable d'enfants, c'est la somme d'une série entière, donc, pour ceux qui connaissent, qui est définie pour x entre 0 et 1. Ce qui est intéressant à voir ici sur ce polynôme, c'est que sa valeur en 0, c'est P0, donc c'est la probabilité de ne pas avoir d'enfants. Et puis, sa valeur en 1, c'est P0 plus P1 plus P2 plus P5. Et ça, on a vu, c'est la somme de toutes les probabilités, c'est 1. Donc, on connaît ces valeurs-là. Et l'autre chose intéressante, c'est que on peut aussi identifier, grâce à ce polynôme, le nombre moyen d'enfants. Donc, le nombre moyen d'enfants, c'est 0 fois la probabilité de ne pas avoir d'enfants, plus 1 fois la probabilité d'avoir un enfant, plus 2P2, etc., plus 5P5. Et en fait, on remarque que c'est la dérivée au point 1 de ce polynôme. Et grâce à ça, vous allez voir qu'on va pouvoir décrire le comportement aléatoire du processus et dire si c'est 1 ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction génératrice associée à la loi de reproduction, pour ceux qui sont à l'université. Alors, on peut refaire la même chose. Donc, vous voyez que c'est un objet qui est défini, on appelle ça par récurrence, parce que on se donne la loi de reproduction pour 7 en 7, puis après on va se redonner une loi de reproduction ici, puis ici, etc. Donc on va être capable de décrire ce qui se passe à un instant n en fonction, à l'aide de ce qui s'est passé à la génération précédente. Alors, on va ainsi introduire des polynômes successifs, et vous voyez ce polynôme P indice n, donc qui est indexé par la génération n, eh bien le coefficient de son monôme xk, ça va être la probabilité d'avoir k descendants à la génération n, en partant d'un individu à la génération 0. Et ce qu'on peut montrer, c'est une relation de récurrence, à savoir que ce polynôme Pn de x, c'est P pris en Pn-1 de x. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'extinction. Donc,
on va regarder ce qui se passe en 0. Parce que si je regarde Qn égale Pn de 0, c'est la probabilité que partant d'un individu à la génération 0, j'ai plus personne à la génération n. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le comportement asymptotique de cette quantité-là. Alors, vous voyez, Qn, donc, ça définit une suite de nombres, compris entre 0 et 1, hein, une suite indexée par n, et qui vérifie cette relation de récurrence. Et là, on est content parce qu'il y a toute une théorie d'études, hein, d'analyse réelle sur les convergences des suites définies par récurrence. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est donc de connaître la probabilité d'extinction du processus, c'est-à-dire la limite de cette suite Qn. Et elle vérifie, vous voyez, si vous savez que cette suite converge vers un certain nombre, eh bien, à la limite, si ce nombre s'appelle Q, vous aurez que Q égale grand P de Q, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un point fixe pour le polynôme grand P. Alors, un point fixe, graphiquement, c'est un point pour lequel le graphe de la fonction croise la première bisectrice. Et donc, on va regarder ce qui se passe suivant les valeurs de m. Hein, rappelez-vous, m, c'est le nombre moyen d'enfants. Et on va voir ce qui se passe suivant qu'il est plus petit ou inférieur ou égal à 1 ou plus grand que 1. Alors ça, c'est des idées que vous avez intuitivement, naturellement. Hein, on en parle beaucoup avec les taux les taux de naissance en Allemagne ou en France, en comparant, etc. On a bien l'idée que si le nombre moyen d'enfants est plus grand que 1, on devrait persister. Et puis, s'il est plus petit que 1, bah, on va s'éteindre. Et quid de 1 ? Qu'est-ce qu'on peut répondre pour m égale 1 ? Hein, donc là, on a en fait une réponse graphique à l'aide grâce à ça, très facile. Je vous rappelle qu'on a vu que m, c'était P' de 1, c'est-à-dire c'est la pente de la tangente au point 1. Alors, vous pouvez montrer que votre polynôme P, il est croissant, convexe, c'est pas compliqué. Donc, il va avoir en gros, il va avoir une de ces trois allures différentes ici, hein, rouge, bleu, vert. Alors, dans le cas rouge, en fait, c'est le cas qu'on appelle sous-critique où m est strictement plus petite que 1. Hein, donc, vous voyez que la pente ici est nettement plus petite que 1. Et comme c'est une fonction qui est croissante et convexe, eh bien, il n'y a pas le choix, elle a cette tête-là. Elle ne peut pas croiser l'axe des x, parce que vous voyez, pour aller croiser l'axe des x, il faudrait qu'elle fasse des choses qu'il ne lui est pas permis de faire. Donc, la seule solution à q égale p de q, c'est 1. Ça veut dire qu'il y a une probabilité 1 de s'éteindre presque sûrement. Le processus va s'éteindre. Si m égale 1, bah, c'est le cas critique, la courbe bleue. En fait, c'est exactement le même raisonnement. Et même chose, vous voyez que si votre nombre moyen d'enfants est égal à 1, vous savez que vous allez vous éteindre presque sûrement. Alors, c'est deux régimes différents au sens où le temps d'extinction, dans le premier cas, il va être essentiellement fini. Et dans le deuxième, il aura ce qu'on appelle une espérance infinie, c'est-à-dire qu'on sait que la population va s'éteindre, mais on sera mort avant. Alors, dans le cas plus grand que 1, ben, vous voyez que votre pente, ici, votre courbe, elle va partir par en dessous. Hein, et puis, elle va atteindre P0. Ça, c'est la valeur P0 de notre loi de reproduction. Et donc, ben, pour ce faire, hein, elle n'a pas le choix. Elle va automatiquement croiser l'axe des X, la bisectrice, pardon. Et donc, ici, vous voyez, ça correspond au point 0,25. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que cette limite, c'est ce point-là. Hein, donc là, c'est 25%. Donc la probabilité de s'éteindre dans ce cas de figure ici, c'est 0,25. Donc vous voyez que ça nous donne un critère sur l'extinction et la persistance. Alors là, c'est un objet assez simple, mais en fait maintenant on développe des modèles, des outils plus compliqués. Mais il y a toujours cette idée avec une espèce de transition de phase, avec des phénomènes où on va vraiment à l'extinction tout le temps, enfin presque tout le temps, c'est pas la même chose, et d'autres où on sait qu'on va perdurer. Alors, c'est aussi, ça a été utilisé pour faire un peu de prédiction. Donc, c'est un modèle très simple, mais on peut calculer très facilement. Alors, quand on fait de la modélisation, c'est toujours un problème, et surtout dans ces problèmes effroyablement compliqués et complexes de la biologie, c'est qu'il faut faire un compromis entre des modèles, c'est-à-dire des mises en équation sur lesquelles on est capable de faire un peu des calculs, de donner des réponses quantitatives aux collègues, et des modèles qui ne soient pas trop simples et pas trop loin de la réalité. Donc c'est pour ça qu'on travaille toujours avec les biologistes pour comprendre ça. Alors dans ce modèle simple, voyons, donc c'est un article de 99, donc de biologistes qui ont étudié l'extinction des baleines noires dans l'Atlantique Nord.
Donc ils ont essayé de quantifier les baleines en 94, donc ils ont les femelles, hein, parce que là justement on regarde plutôt les femelles pour la transmission de l'espèce. Et alors ça, je dis juste un mot de ça, c'est un problème extrêmement compliqué de savoir quantifier le nombre d'individus qui restent d'une espèce. Et il y a à l'heure actuelle même des essais de modèles, mais c'est pas du tout encore au point pour faire ça. Mais c'est bon. Il y a des essais, on essaye de repérer les bestioles, mais il faut être sûr de ne pas les recroiser. Donc, il y a des technologies assez sophistiquées pour essayer de faire du comptage précis. Alors, par des études statistiques, on a pu voir, vous voyez qu'ici, le nombre moyen de petits, il est plus petit que 1. Donc, on est dans ce qu'on a appelé le cas sous-critique. Et dans ce cas-là, mathématiquement, on peut montrer que la probabilité qu'il y ait encore des gens, donc la population n'est pas éteinte à la génération n, c'est de l'ordre d'une constante fois m puissance n. Hein. Donc, bon, évidemment, elle va s'éteindre, donc ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini, mais de manière exponentielle de cet ordre-là. Alors, vous voyez, si vous voulez savoir à peu près une idée de l'année où il n'y aura plus de baleines noires, eh bien, avec 99% de chance, eh bien, on va écrire que probabilité qu'on ait extinction à l'année n soit 0,99. Et ça, c'est la même chose que de dire que la probabilité qu'il y ait encore des baleines à l'année n, c'est 0,01, c'est 1%. Et si on remplace dans notre formule, ça nous donne une valeur, hein, on connaît K, on connaît M, ça nous donne une valeur pour N. Donc, c'est un moyen de faire de l'estimation grossière, mais néanmoins d'avoir quand même des idées quantitatives d'échelle de temps. Et vous voyez, là, ça vous dit que, a priori, il y aura, dans ces données-là, si l'environnement ne change pas, en tout cas, il n'y aurait plus de baleines en 2380. Alors, c'est un très joli modèle, mais malheureusement, du reste, il n'a pas du tout satisfait Galton, parce que n'oubliez pas, Galton voulait essayer de comprendre les idées de son cousin, et déjà, il voulait espérer, avec ce modèle, essayer de comprendre comment il y avait un maintien de biodiversité, c'est-à-dire s'il y a un mutant qui apparaît, pourquoi la population de ce mutant va persister. Mais avec Darwin, en fait, ils avaient imaginé, donc ils ne connaissaient pas du tout la génétique moderne, ils n'avaient pas de microscope, je pense, hein, si, ils en avaient, enfin bon. Et ils avaient imaginé que les traits caractéristiques, les types des individus, quand il y avait une reproduction au moins sexuée, se transmettaient par la moyenne des deux traits. Donc vous voyez, si vous avez par exemple le père qui mute, et son trait des caractéristiques quantitatives qui le caractérisent à une petite déformation, mettons de epsilon, s'il y en a que la moitié qui est transmise dans la reproduction, il n'y en aura plus que epsilon 2 à la génération suivante, et puis epsilon sur 2 puissance 2 à la génération d'après, et puis il y aura une petite variation de epsilon sur 2 puissance n à la énième génération, et elle va disparaître. Donc en fait, avec ce modèle, il était très frustré, parce qu'il n'a pas réussi à expliquer le maintien de la biodiversité. Alors, il a fallu, pour faire évoluer les choses, il a fallu Mendel. Alors là aussi, c'est quelqu'un qui a inventé une théorie avec 3 fois rien, et uniquement des observations et de la réflexion et de la logique. Donc, je ne vais pas revenir trop sur les lois de Mendel, mais donc Mendel, c'est un peu tout le contraire de Darwin. C'est quelqu'un de pauvre, donc qui devient moine essentiellement pour faire ses études en Autriche. Et bon, tout le monde connaît les petits jardins avec ses pois, là, les pois verts ou les pois jaunes, ridés ou non ridés. Et en fait, il a l'idée que en fait, les caractères génétiques sont transmis, non pas, il n'y a pas une donnée, mais il y a 2 données pour chaque individu. Et de là dont naît toutes ces idées de génétique. Il est assez oublié, Mendel. Il est redécouvert à la fin du 19e siècle. Mais donc à partir de là, on va pouvoir développer des idées. Alors, et on va faire ici un petit calcul donc, sur ces lois. Donc à partir de maintenant, on va supposer qu'un individu, donc il est caractérisé par ce qu'on appelle 2 allèles, qui sont des versions d'un gène, et que je vais noter grand A et petit a pour l'instant. Alors, on peut faire du calcul probabiliste sur ces phénomènes de reproduction. Donc, bon,
je pense que vous avez tous un peu en tête ces idées de génétique des lois de Mendel. Donc, avec ces propriétés de diploïdie et de ségrégation. Et imaginons qu'on ait maintenant une grande population et où tous les choix de partenaires se font au hasard. Donc, dans ce cas-là, si on choisit un individu, on peut se poser la question, quelle est la probabilité qu'il porte l'allèle grand A, hein, sachant qu'il y a 2 allèles grand A et petit a. Alors, on sait par ces lois de Mendel que soit il porte l'allèle grand A, soit grand A, petit a, soit petit a, petit a. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle une formule de Bayes, c'est des vieilles formules probabilistes. Hein, on va dire qu'il porte l'allèle grand A, sachant qu'il porte le génotype grand A, mais vous voyez, s'il porte un génotype grand A, la probabilité qu'il porte l'allèle A, elle vaut 1. Donc, là... Et puis, il portera un allèle grand A s'il a un génotype, il peut le porter s'il a un génotype grand A, petit a, et dans ce cas-là, la probabilité qu'on ait tiré l'allèle grand A, c'est 1,5. Donc, on a une formule qui s'écrit comme ça. Et maintenant, si on se pose la question, je regarde un individu à la génération suivante, et quelle est la probabilité qu'il porte le génotype grand A, si on suppose qu'on est dans une grande population où il y a tellement d'individus et tout le monde se reproduit avec tout le monde, on a ce qu'on appelle de l'indépendance entre les individus, et on va pouvoir écrire que, eh bien, pour avoir grand A, en fait, il faut avoir la probabilité de A fois la probabilité de A. Ça, c'est des raisonnements que vous faites tout le temps quand vous jouez aux cartes et que vous voulez calculer la probabilité d'avoir une suite de 2 cartes. Vous allez multiplier les probabilités de chacune des cartes, si le jeu n'est pas truqué. Là, c'est comme un jeu pas truqué. Alors, avec ça, on va pouvoir arriver à un modèle où on a conservation de la biodiversité. Et là aussi, c'est intéressant parce que en fait, c'est Hardy, le grand mathématicien dit pur Hardy, qui va trouver ça avec Weinberg, mais Weinberg, après, ne fait plus de mathématiques. Et en fait, il s'intéresse au problème de Mendel, et personne ne sait utiliser jusqu'alors le problème de Mendel pour montrer le maintien de la biodiversité. C'est-à-dire un modèle où on peut montrer qu'au cours des générations, on va garder à la fois l'allèle grand A et l'allèle petit a, hein, ce que Galton n'arrivait pas à faire. Donc Hardy considère une grande population. Alors oui, pourquoi c'est intéressant? Parce que Hardy après n'a fait plus que des maths dites pures. Vous savez, il a fait beaucoup de théories des nombres, beaucoup d'analyses assez sophistiquées. C'est lui qui a été très célèbre parce qu'il avait découvert Ramanujan en Inde. Et il a toujours nié tout rapport avec les mathématiques appliquées. Et quand vous rencontrez les biologistes, en tout cas les gens d'évolution, la première chose qu'ils vous disent, c'est les lois de Hardy-Weinberg. Vous dites, ah bon, c'est le même Hardy? Donc, c'est assez étonnant comme les idées se développent dans des endroits un peu surprenants. Donc, il considère une grande population, donc les mêmes hypothèses que j'ai vues avant, hein, où toutes les reproductions se font au hasard, et on va appeler donc, PN, 2QN et RN les probabilités de nos 3 génotypes grand A, grand A, petit a et petit a à la énième génération. Alors, bien sûr, c'est 3 probabilités, donc leur somme vaut 1. Et puis, on va calculer donc les probabilités à la génération 1 en fonction de ce qui était à la génération 0 précédente. Et là, on va revenir sur nos petites formules ici. Hein, on va se rappeler cette formule-là. Et on va l'appliquer. Alors, vous voyez que P de A, donc si c'est à la première génération, ça va être ce que j'ai appelé P1. Eh bien, c'est la probabilité du génotype grand AA à la génération d'avant, donc P0, plus 1,5, et la probabilité du génotype grand A petit a, je l'ai appelé 2 fois Q0 exprès pour supprimer le 2. Donc en fait, la probabilité de mon génotype grand A à la génération 1, c'est P0 plus Q0 au carré. Vous pouvez faire le même type de calcul sur les autres probabilités de génotype, et on trouve que on a cette formule-là qui apparaît. Voilà, Q1 carré, c'est P1R1. Alors maintenant, on va regarder la probabilité qu'à la génération 2, on ait le génotype grand A. On réapplique la même formule avec la génération précédente, donc c'est P1 plus Q1 au carré. On développe, c'est la formule du binôme, et là, je vais remplacer le Q1 carré par ce qu'on vient de calculer, P1R1.
Et vous voyez que bon, il y a un P1 qui se met en facteur. On sait que cette quantité-là vaut 1, et au miracle, on trouve P2 égale P1. Et de même, vous voyez, donc, on trouve que... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité du génotype grand A à la génération 2, c'est la même, la probabilité ou la proportion, hein, c'est peut-être un mot qui est plus familier à certains, de génotype grand A dans la population à la génération 2, c'est la même qu'à la génération 1. Donc avec ces calculs-là, en fait, Hardy montre, donc développe ce calcul probabiliste, mais sur des grandes populations avec de l'indépendance entre les individus, pour expliquer comment on peut maintenir la diversité, c'est-à-dire garder nos 2 allèles dans la population. Alors c'est un gros problème, un gros progrès par rapport à Darwin et Galton, hein, on est déjà en 1908, mais on ne comprend toujours pas comment un mutant peut se fixer dans la population, hein, qui était l'idée de Darwin, et comment aussi on peut intégrer la sélection naturelle. Alors, il faut attendre Fisher. Fisher aussi, c'est un statisticien très célèbre, mais qui a aussi été passionné par toutes ces problématiques de l'évolution. Et donc, il s'intéresse aux travaux de Galton et de Mendel. Et lui, il se dit, je vais introduire la sélection de la manière suivante. Alors, c'est une manière que maintenant tous les généticiens des populations utilisent. C'est de dire, il y a des individus, peut-être qu'il y a, si on porte un des allèles, l'allèle petit a par rapport à grand A, par exemple, la probabilité de survie va être soit plus grande, soit la probabilité de survie avant la reproduction va être soit plus grande, soit plus petite que pour celle de l'allèle grand A. Et ça va me changer mon modèle. Hein. Donc, en fait, il introduit ces probabilités de survie. Donc, il a une probabilité de survie de référence, qui est par exemple celle de l'allèle résident grand A. Et puis, il a un petit paramètre S comme sélection. Alors là, n'importe quel généticien des populations, la première chose qu'il écrit, c'est S. Et vous voyez donc qu'il a des perturbations donc, de ces probabilités de survie pour les génotypes grand A petit a et petit a. Alors, si S est positif, donc on a une probabilité de survie plus grande ici que là, on dit que S est qu'on a un avantage sélectif, hein, et on a un mutant qui est plutôt mieux adapté à la population que le grand A qui était résident. Et si S est négatif, on appelle ça une mutation désavantageuse ou délétère. Et là, elle a peu de chances de se fixer dans la population. Donc, dans ce modèle de grande population, on peut intégrer ces paramètres-là. Donc là, je ne vais pas faire les calculs, mais on peut montrer qu'alors, donc ça, c'est ce qu'a montré Fisher, on peut avoir des équilibres, soit où tous les individus sont de type petit a, c'est-à-dire que notre mutant petit a, il s'est fixé dans la population, soit tous les individus sont de type grand A, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que des individus avec l'allèle grand A dans la population, soit, donc ça dépend des paramètres alpha et bêta que j'ai introduits avant, soit on a un équilibre avec une diversité et les 3 génotypes différents, grand A, petit a, grand A, petit a. Alors, ça c'est intéressant pour des grandes populations où il y a beaucoup d'indépendance. Mais ce n'est pas du tout ce qui arrive quand un mutant s'introduit. Parce que quand un mutant, comme j'ai incité tout à l'heure là-dessus, quand un mutant apparaît, donc c'est des mutations qui se passent par exemple au niveau génétique, dans la réplication de l'ADN, au départ, il n'y a qu'un individu qui porte ce mutant. Donc quand il va développer par hérédité sa petite sous-population de dépendance, elle est très petite. Donc elle est très soumise à fluctuation. Donc on a besoin de comprendre ce qui se passe sur une petite population. Et là, il faut attendre les modèles dits de Wright-Fisher, qui sont des modèles probabilistes et qui sont un peu des modèles qui sont vraiment porteurs de beaucoup de choses de génétique des populations modernes, pour voir ce qui se passe. Alors, donc ce modèle de Wright-Fisher, déjà, il part de l'idée qu'on a une taille de population constante, hein, ce qui correspondait du reste aux expériences de Mendel. Et c'est ce qu'on appelle un modèle neutre, c'est-à-dire tout le monde se ressemble, et que quand on va supposer que si vous regardez 2 générations successives, eh bien, les descendants de la 2e génération ont le choix de leur père, c'est un choix complètement uniformément au hasard dans la génération précédente. Donc, il n'y a pas de coloration spécifique des individus. Alors, dans un modèle comme ça, vous voyez, vous avez une génération, puis vous avez, à la génération suivante, chaque individu choisit son père au hasard. Donc, si on fixe un individu précis, eh bien, un individu de la génération 1 aura une probabilité 1 sur grand N de choisir un individu précis de la génération du dessus.
C'est une loi uniforme sur grand N individus. Alors maintenant, si je regarde le nombre d'enfants d'un individu précis, donc c'est une variable aléatoire que j'appelle grand D, et si on regarde la probabilité donc à la génération 1, cet individu par exemple ait eu K enfants, ici il en a 2, eh bien on va dire, bon on va choisir les K enfants, hein, donc c'est le nombre de parties à K éléments parmi N. On a vu que la probabilité d'avoir ce paire-là, c'est 1 sur grand N, donc je vais avoir 1 sur N puissance K, puisque j'ai K enfants qui ont ce paire-là, et puis les N-K autres enfants ont la probabilité, ont un choix du paire avec une probabilité 1 moins 1 sur N. Et on reconnaît ce qu'on appelle une loi binomiale, donc bon, je n'irai pas beaucoup plus loin que ça dans les probas. Donc c'est une loi qu'on connaît très bien, sur laquelle on sait faire des calculs et qu'on sait simuler. Et vous voyez, ce qui est amusant, c'est que si vous simulez cette loi-là, hein, elle va vous dire, voilà, elle vous donne un calcul qui vous donne la probabilité d'avoir 1, 2 ou 3 descendants. Et si vous faites ça pour chacun des grands N ancêtres qui sont ici, le temps va vers le bas ici, vous allez avoir les traits correspondent aux généalogies. Hein, et vous allez avoir des généalogies qui se fabriquent ainsi. Et vous voyez que si j'ai mis des types de couleurs sur mes individus au temps 0, eh bien si vous suivez les descendances, vous voyez ce qui arrive ici, hein, ici il y avait juste un malheureux jaune, et puis vous observez cette fixation des individus de type jaune. Alors ça c'est extrêmement intéressant et ça a beaucoup perturbé les gens parce que, donc en fait ce que je vous avais montré là c'est une simulation mais avec beaucoup plus d'individus. Vous voyez qu'il n'y a pas de sélection là, tous les individus sont les mêmes et juste l'effet du hasard va faire que cet individu jaune qui était tout seul au départ dans la population, au bout d'un temps long, il va envahir et se fixer dans toute la population. Tout le monde ici aura le trait jaune. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique. C'est en biologie. C'est uniquement c'est l'effet du hasard qui crée ce phénomène-là. Alors, vous voyez, on le voit bien encore mieux. Je trouve que c'est plus évocateur encore si on a 2 couleurs au départ, hein, dont j'ai repris un modèle de ce même genre. Donc imaginez nos 2 allèles grand A et petit a. Donc là, alors j'ai pris l'inverse, c'est les petits a qui sont rouges et puis vous avez un grand A qui apparaît. Et au bout d'un certain temps, eh bien, toute la population portera l'allèle grand A et plus personne portera l'allèle petit a. Donc l'effet juste de l'aléa explique cette invasion-fixation. Alors, si vous comptez le nombre d'individus qui portent l'allèle A à la génération N, j'appelle ça Zn, c'est une variable aléatoire. Et vous voyez que si on regarde ce qu'on appelle le processus, c'est-à-dire l'évolution en fonction de N de cette variable aléatoire, hein, l'évolution au cours du temps de notre nombre d'individus d'allèle A, eh bien, on a cette formule-là, donc on appelle ça une chaîne de Markov, parce qu'on peut décrire le comportement aléatoire à la génération N plus 1 en fonction de ce qui se passe à la génération N. Hein, et on va pouvoir dire qu'on a, vous voyez que si on se fixe le fait qu'à la génération N, on ait I individus d'allèle grand A, ça veut dire que la probabilité d'avoir un ancêtre d'allèle grand A, elle va être de I sur grand N, et je réapplique ce que j'ai fait avant pour observer aussi une loi binomiale ici. Alors, on peut montrer avec cet objet-là que quand le nombre de générations tend vers l'infini, la suite Zn, soit elle tend vers 0, c'est-à-dire qu'on a une fixation du petit a, des rouges, hein, il n'y a plus de jaune, soit elle tend vers grand N, et là ça veut dire qu'on n'a plus que des jaunes. Donc on n'a que 2 situations possibles quand le temps tend vers l'infini. On ne peut pas avoir de mélange dans ce cas-là. Hein, et on montre même que si au temps 0, il y avait I individus qui portaient l'allèle grand A, eh bien, la probabilité d'être dans ce schéma-là, c'est-à-dire d'avoir fixation de grand A, ça vaut I sur N. Hein, donc ici, c'est 1 sur 10, puisqu'on n'avait qu'un individu sur 10 éléments au départ. Alors maintenant, quid de la sélection là-dedans? Donc, pour l'instant, on n'a pas mis de sélection. On a déjà vu qu'on pouvait avoir des invasions d'allèles mutants. Alors, si on met de la sélection en plus, c'est-à-dire si on va donner un avantage sélectif à un des 2 allèles, eh bien, ce qu'on va changer, en fait, c'est la probabilité de tirer son ancêtre au hasard. Donc, si on se donne un paramètre petit s, hein, qui est toujours mon avantage sélectif, je vais supposer que si j'ai I individus d'allèle A à la génération N,
eh bien, la probabilité d'obtention de A à la génération de n plus 1, ça sera plus I sur n, mais ça sera, vous voyez, une petite perturbation de I sur n, liée à ce nombre S. Et vous reprenez une loi binomiale, mais vous changez votre I sur n par cette nouvelle probabilité. Alors, ça a exactement la même forme, mais ça change radicalement les choses. En tout cas, ça peut les changer, et en particulier si les populations sont grandes. Puisque vous voyez qu'ici, si au départ, si on a 10 puissance 5 individus et au départ on en avait la moitié qui portait l'allèle A, on a vu tout à l'heure que la probabilité qui est plus que du grand A, elle est de 1,5, 50%, mais avec un coefficient de sélection de 10 moins 4, eh bien la probabilité donc, qui est avantageux, mais très 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 légèrement avantageux, vous voyez que s'il y a beaucoup d'individus, la probabilité que grand A se fixe dans la population, elle est de 99%. Donc, ça va complètement changer la probabilité de réalisation de ce phénomène. Alors, maintenant, ce qu'on peut se poser, on peut se le poser ici, c'est avec des modèles comme ça, on a un petit groupe d'individus, nous ici, est-ce qu'on est capable de reconstruire les généalogies et de savoir quels sont nos ancêtres communs dans le passé et à quel temps on a eu des ancêtres en commun? Alors là, on va revenir au modèle neutre et on va parler d'un modèle probabiliste qui a été développé il n'y a pas tellement de temps, en 82, et qui a eu tellement de succès, qu'il est énormément utilisé en génétique des populations et aussi, bien sûr, en mathématiques. Donc, on voudrait comprendre notre généalogie, là, notre groupe d'individus. Alors, on est un petit groupe d'individus, mais dans une très grande population. Donc ce grand n que j'ai fixé tout à l'heure, même on peut le supposer constant, mais il est quand même très très grand. Et vous voyez que si ce n est très très grand, la probabilité que, par exemple, nous deux, on ait le même ancêtre immédiat, elle va être de 1 sur n fois 1 sur n, la probabilité qu'on ait tous les deux le même ancêtre, fois le nombre d'ancêtres, fois n. Donc ça, c'est en 1 sur n, et ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. C'est des arguments des gens qui sont contre les théories de l'évolution. Alors évidemment, ça c'est ce qu'on observe. Et donc là, il faut avoir l'idée de changer d'échelle de temps et dire, oui, mais ce phénomène d'ancêtres communs, on ne peut pas les observer dans juste les générations juste au-dessus. Il faut attendre très longtemps pour les voir. Et donc en biologie, il y a énormément, donc entre biologie et mathématiques, je veux dire, de jeux sur les échelles pour essayer de comprendre les rapports entre le temps et les phénomènes qui se passent. Et là, si on regarde ce qui se passe dans une longue échelle de temps qui est proportionnelle à la taille de la population, eh bien, en fait, ce qu'on va voir, donc ici, vous avez le modèle de Wright-Fisher, là, je suis au temps 0 et là, je suis au temps final, au temps d'aujourd'hui. Les points rouges chez nous, dans une population bleue qu'on ignore, et on va remonter les généalogies. Et vous voyez, là, j'ai de plus en plus de temps et je remonte de plus en plus loin dans le temps. Et ces objets-là, ces dessins rouges qui sont des dessins aléatoires, en fait, quand grand N converge, ils vont converger vers un objet aléatoire qu'on appelle un coalescent de Kingman parce qu'il a été introduit par ce mathématicien, et qui est cet objet géométrique-là. Il est aléatoire au sens où toutes ces distances de branches ici, elles sont aléatoires. Et en fait, elles ont une durée. La longueur de la branche, ça suit ce qu'on appelle une loi exponentielle avec un paramètre qui dépend du nombre de branches. Donc ça, c'est un objet mathématique qui a beaucoup excité les gens et qui va nous permettre, vous voyez, si on se donne des individus, de remonter les généalogies dans le passé et de remonter jusqu'à l'ancêtre commun. Donc il y a des tas de travaux probabilistes là-dessus. Et vous voyez que maintenant, que si vous supposez que vous avez cette structure de généalogie et que vous remettez des mutations, vous imaginez qu'il y a eu des mutations sur vos chaînes d'ADN à certains endroits du temps, eh bien, vous allez pouvoir reconstruire, en fait, les types des individus ici. Tout le monde, au départ, était rouge. Donc, a priori, par hérédité, le rouge se transmet à tous les descendants. Mais ici, vous avez une mutation jaune. Ah oui, mais suivie d'une verte, donc on ne va pas la voir. Et tout ce groupe-là d'individus va être vert. Ici, il va rester orange. Et ici, la mutation bleu va vous donner du bleu. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est la problématique inverse. Et c'est ce que font les gens qui reconstruisent des phylogénies. C'est qu'ils prennent ici les petites couleurs rouges. En fait, c'est des séquences d'ADN. Maintenant, on sait séquencer de plus en plus vite, de mieux en mieux et pour moins en moins cher. Donc bientôt, on aura tous notre code barre enregistré. Et on repère les différences entre ces chaînes d'ADN. Et suivant les places de ces différences, on va pouvoir reconstruire des arbres de coalescence qui ont cette forme-là
pour reconstruire l'histoire des mutations et l'histoire des espèces. Alors, il y a énormément de développement scientifique en ce moment là-dessus, en particulier autour d'un groupe, autour d'une jeune biologiste qui a eu une formation initiale de maths, qui est de faire des statistiques, parce que vous voyez que si vous avez des objets aléatoires qui ont des formes d'arbres, maintenant, qui décrivent des généalogies d'espèces, eh bien, là, ils ont fait un travail sur les cétacés. Vous pouvez reconstruire, vous avez des observations moléculaires, par exemple sur les cétacés, qui vont vous permettre de reconstruire, d'avoir une idée de cette phylogénie, cette organisation des parentés entre les espèces. Et on va mettre un modèle aléatoire dessus. Donc l'observation, ça sera la construction d'un arbre de parenté. Et vous allez mettre un modèle probabiliste derrière pour faire des études statistiques dessus. Et grâce à ça, on a aussi quelques horloges, des données moléculaires sur des fossiles qui vous permettent d'avoir quelques horloges pour quantifier les échelles de temps. Bon, c'est en millions d'années, c'est des grosses échelles de temps. Mais vous allez pouvoir quantifier ces longueurs de branches et grâce à ça, essayer de reconstruire l'histoire de la biodiversité. Donc, il y a beaucoup de choses qui se développent sur ça. Donc, vous voyez comment, à partir de données moléculaires, on peut reconstruire des histoires de vie, en fait, et avec des outils probabilistes, faire des estimations donc, de ces histoires d'espèces passées, où bien sûr, ce qui s'est passé avant n'a rien à voir avec les abondances d'espèces au jour J d'observation. Alors, maintenant, je voudrais finir en vous montrant un modèle un peu plus sophistiqué où on a essayé de voir ce qui se passait, par exemple, pour des modèles type les becs dans les pinsons de Darwin, parce qu'on voudrait comprendre ce qu'on n'a pas encore vu jusqu'alors, comment, là, jusqu'alors, je vous ai donné les modèles principaux de génétique des populations utilisés actuellement, et la sélection est toujours paramétrée par ce paramètre petit s. Après, ce qu'on peut se dire, nous, on veut comprendre d'où elle vient, cette sélection naturelle, et introduire des données environnementales qui peuvent permettre de l'expliquer. Et en particulier, de la compétition des individus entre eux, par exemple, pour le partage des ressources, ou ça peut être d'autres types de compétition, s'il y a des prédateurs, ou des mâles pour les femelles, etc. Donc, en fait, là, on va regarder, je vais vous montrer là surtout des simulations, donc d'un modèle qu'on va définir à temps continu. Jusqu'à là, on avait vu des modèles à temps discret où on regardait des générations. Là, on va imaginer un temps physique et on va supposer que chaque pinson est caractérisé par un phénotype qui va être la taille de son bec à la naissance. Alors, pour des raisons de symétrie, on le quantifie par un nombre compris entre moins 2 et 2. Et bon, ce que je vais vous raconter, c'est à partir d'un modèle créé par deux biologistes, Dickman et Dobelli. Donc, c'est des choses assez récentes aussi. Donc, on fait une hypothèse d'hérédité, c'est-à-dire qu'a priori, donc, on a ce trait, ce phénotype qui va être retransmis par hérédité d'un ancêtre à ses descendants. Et un individu, il va se reproduire avec ce qu'on appelle un taux de reproduction B de X, c'est-à-dire que s'il a le phénotype X, il va attendre un certain temps exponentiel, c'est-à-dire un temps moyen de 1 sur B de X avant de se reproduire. Et là, il fabrique un descendant. Et vous voyez qu'ici, ce taux de reproduction dépend du type de l'individu. Ici, il va être il va atteindre son maximum en x égale 0. Bon, c'est un modèle, c'est pour expliquer comment on peut comprendre le phénomène. Alors maintenant, on va introduire une donnée écologique, c'est-à-dire de l'interaction entre les individus. Et on va supposer que les oiseaux, ils sont en compétition pour les graines, et donc plus leurs tailles de bec sont proches, plus ils vont se battre pour les mêmes graines. Donc on va introduire ce qu'on appelle un noyau de compétition, donc quelque chose qui va quantifier la pression de sélection d'un individu de trait Y sur un individu de phénotype X. Et vous voyez que cette pression de compétition, elle va être maximum si X égale Y. Alors, il y a des tas de modèles déterministes, pour ceux qui connaissent mieux les types d'équations dérivées partielles ou intégraux différentiels. Si on a une vision loi des grands nombres de cette population, si on regarde plein d'individus qui évoluent suivant ce phénomène, eh bien, la taille de la population, elle va être modélisée comme la solution de ce type d'équation, avec une non-linéarité ici qui est liée à ce coefficient de compétition. Alors, il y a des tas de gens, en particulier en France, qui travaillent là-dessus. En particulier, si vous avez vu, je crois que vous avez eu des exposés sur les équations de Boltzmann.
En fait, c'est un peu les mêmes types les mêmes gens qui travaillent dessus. C'est pas un hasard. Moi aussi, je peux même travailler sur les équations parce que ça ressemble un peu. C'est des équations intégrales comme ça. Hein. Donc la compétition, c'est pas un choc de boules, mais c'est quand même les mêmes types d'idées d'interaction. Alors, en fait, on va nous, dans ces idées d'évolution, rajouter une mutation à ce type d'objet mathématique. Et on va supposer que quand il y a reproduction, on peut avoir une mutation avec une certaine probabilité. Donc on va introduire cette possibilité de mutation. Donc on va supposer qu'avec une probabilité 1 moins p, un parent de phénotype X, il va se transmettre héréditairement, donc il va fabriquer un clone. Mais avec une petite probabilité qui est censée être petite, petit p, eh bien le phénotype, l'individu descendant va avoir un phénotype un petit peu différent, qui va avoir la forme X plus H. Et on tire ce H suivant une loi normale. Et on va regarder ce qui se passe. Alors, on va partir au début avec une population qu'on appelle monomorphe, où tous les individus ont le même type, le même type X. Et on laisse évoluer notre phénomène. Alors, on est parti avec 1000 individus, une probabilité de mutation de 10%. La taille typique des mutations, c'est 1%. Et ça, c'est les paramètres qui gèrent le taux de naissance et la pression de sélection. Et vous voyez qu'on a deux schémas différents, complètement différents, qui excitent énormément les biologistes de l'évolution. Et la seule différence ici, c'est ce paramètre, cette pression de sélection, qui ici vaut 1 et ici 0,7. Alors, vous voyez que dans le premier cas, on voit l'adaptation de la population. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez des mutations. C'est à temps continu. Donc, vous avez ici le temps, et c'est une très longue échelle de temps. Et là, vous avez les valeurs de phénotype. On a dit le X, il est dans moins de 2. Donc, au départ, tout le monde a ce type moins 1. Mais on a cette probabilité de mutation qui va nous fabriquer des individus qui vont varier un petit peu. Rappelez-vous Darwin, si on fabrique un individu un peu différent, mais mieux adapté, il va s'installer dans la population. Et c'est exactement ce qu'on voit ici et ce qui se passe. Et vous voyez que peu à peu, les traits typiques de la population, les types, le phénotype typique va croître jusqu'à 0. Et là, on a une stabilité de la population qui est caractérisée par ces traits autour de 0. Alors 0, ce n'est pas un hasard, parce que 0, c'est ce qui maximise le taux de reproduction. La population, elle travaille. Alors, elle, c'est heuristique parce que c'est une succession d'individus. Mais a priori, elle cherche tout le temps à optimiser son taux de croissance pour survivre. Donc, c'est ce qu'on voit dans cette stimulation. Alors, en revanche, ici, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Ça se passe pareil au début. Et puis ici, on voit une séparation. Et on va avoir des sous-espèces qui se fabriquent, puisque, n'oubliez pas, ici, l'ordonnée, ça correspond à des types. Et vous avez deux branches. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un point de branchement évolutionnaire, parce que c'est des longues échelles de temps. Et vous voyez successivement des apparitions de sous-populations qui vont se stabiliser dans la population. Mais se stabiliser pour un certain temps. Vous voyez que c'est des phénomènes transitoires et on peut imaginer que l'histoire se répète. Et ces simulations peuvent expliquer l'apparition de biodiversité. Alors, quelle est la grosse différence? On sait maintenant, on comprend tout maintenant du point de vue mathématique, il nous a quand même fallu 10 ans. Ici, vous voyez, on a l'ordre de grandeur, la distance typique pour avoir de l'interaction entre les individus, elle est très grande. Donc, même si les individus s'écartent à une distance de 1 ou même de 2, ils vont toujours interagir les uns sur les autres. Donc, ils n'ont pas intérêt à s'écarter du phénotype qui maximise leur taux de croissance. Et ils vont rester tous concentrés ici. Ici, la distance typique d'interaction entre les individus, elle est plus courte. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les individus, vous voyez, la sélection naturelle va faire en sorte qu'elle va sélectionner des individus dont le taux de croissance est un peu moins bon, mais qui soient suffisamment différents les uns des autres pour ne plus interagir ensemble. Et donc, peu à peu, ces deux populations ici, elles interagissent, mais à peine ensemble. C'est epsilonesque. Et du coup, ça va nous permettre de créer des sous-populations et d'expliquer ainsi ces phénomènes de biodiversité. Voilà. Donc, je vous ai donné quelques idées de questions modernes qui se développent depuis une dizaine d'années, mais il y en a beaucoup d'autres
Donc, et qui génère à chaque fois des problèmes mathématiques absolument monstrueux. Il y a tous les problèmes qu'on peut appeler au sens large connectivité, qui sont liés aux structures de réseau qu'on trouve dans les écosystèmes. Donc les réseaux les plus simples, c'est proies prédateurs, hôtes parasites, les réseaux trophiques, les chaînes alimentaires. Mais ça peut être des réseaux très antigonistes, par exemple chez les plantes, entre des relations mutualistes comme les abeilles avec les plantes et puis des relations de prédation comme un insecte qui mange la plante. Et donc quand on a des réseaux d'interaction comme ça très complexes, quelles sont les espèces qui vont survivre et quelles sont les espèces qui vont s'éteindre? Donc on en est vraiment au balbutiement de modèles dans ces questions-là. Il y a des tas de questions qui sont liées à l'impact de la migration et des déplacements spatiaux et l'impact de l'homme sur la biodiversité, par exemple, en termes de fragmentation d'habitats. Si vous fragmentez les habitats sur lesquels se déplacent les espèces, est-ce qu'on va avoir survie ou extinction et quel type de migration il faut imaginer entre les différents habitats pour conserver de la biodiversité? On peut aussi, là, ça devient des modèles commencent à développer et qui deviennent vraiment très sophistiqués mathématiquement, intégrer l'idée que l'environnement va changer de matière aléatoire. On se pose beaucoup de questions sur le changement climatique. Du point de vue de la modélisation, c'est vraiment compliqué. Et il y a tout un tas de questions qui est assez étonnant, donc que certaines équipes au muséum se posent. Enfin, il y a beaucoup de biologistes qui se posent la question, par exemple, de la compréhension de pourquoi on conserve une reproduction sexuée, pourquoi par sélection naturelle tout le monde ne se reproduit pas de manière asexuée, sachant le prix que nous coûtent les mâles à entretenir toute la vie. Non, il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de réponses. Non, je ris parce que c'est la fin. mais des questions aussi simples que ça, on ne sait pas y répondre. Il y a quasiment autant de réponses que d'espèces. Et toutes les idées naïves qu'on peut avoir, c'est une partie de réponse, mais c'est jamais la bonne. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai essayé de vous donner un peu une idée de modèles mathématiques qu'on pouvait développer pour essayer de comprendre un peu ces questions de biodiversité. Et je vous ai montré au moins 2 ou 3 questions qui sont vraiment génèrent des mathématiques difficiles et surtout très innovantes. Donc, c'est ça qui est excitant pour nous aussi, évidemment. Donc, il y a des modèles aléatoires, il y a des modèles déterministes, et comme ce sont des modèles, j'ai essayé de vous le dire, à très multi-échelle, en fait, il y a souvent des mélanges de tas d'objets mathématiques différents qu'il faut savoir mener. Alors, je vous ai montré quelques simulations. Bon, ça, c'est un outil aussi de prédiction, parce que si vous êtes dans les échelles de l'évolution, alors ça dépend évidemment des espèces que vous regardez, mais c'est souvent des échelles très longues, et on ne sera plus là pour le voir, et donc les simulations peuvent permettre d'avoir des idées de prédiction pour des phénomènes de temps long. Et je vous ai parlé un tout petit peu de statistiques, mais ça c'est presque émergent, c'est-à-dire que c'est des modèles quand même assez sophistiqués et il y a tout un... C'est assez difficile d'abord de récolter des données pour essayer de voir comment travailler sur ces données à partir des modèles. Et il y a beaucoup de choses aussi qui se développent sur ces problèmes statistiques. Ouais. Merci. Je vais passer un peu. Merci, merci, même si je me suis à plusieurs reprises pris pour une drosophile devant des équations, mais moi j'ai quand même réussi à comprendre 2 ou 3 choses. Alors maintenant, c'est à vous de poser des questions, de faire des remarques sur cet exposé. La parole est à vous. La parole est à vous également en bas dans la salle vidéo. Je pense que tout est prêt pour que vous puissiez poser des questions. J'aimerais bien avoir le retour de la salle du bas aussi. Merci Samuel. Voilà, alors allez-y, allez-y, allez-y. Ne me laissez pas seul. Des questions? Allez, un petit effort. Toujours pas? Oui, lancez-vous. On est là pour vous rattraper. Voilà, merci. Bonsoir, monsieur.
De votre point de vue, il est évident qu'il est très difficile de valider les modèles, puisque les échelles de temps sont extraordinairement grandes. Est-ce que vous considérez votre discipline, que je trouve très intéressante, puisque c'est des mathématiques, c'est toujours très intéressant, mais est-ce que c'est une discipline, on va dire, plutôt abstraite, ou est-ce que vous auriez des idées pour valider des calculs? Alors, valider des ou calculs, des pistes? Ouais, là c'est plutôt essayer de récolter des données, ce qui n'est pas forcément évident, hein, parce qu'il faut. Alors, il y a des espèces qui s'adaptent très vite. Là, par exemple, à l'ENS, ils ont maintenant le labo d'écoévolution, ils ont un élevage de goupilles en Guyane où ils commencent à récolter parce que les goupilles s'adaptent, les poissons, hein, très vite. Mais donc, il faut récolter des données et après, il faut développer des techniques statistiques. Ça commence, hein, pas moi personnellement, mais il y a des collègues qui font ça sur ces modèles-là pour essayer d'estimer les paramètres. Voilà. Par exemple, un modèle comme je vous ai montré à la fin, comment estimer les paramètres qui peuvent intervenir, ces différents paramètres dont je vous ai montré que ça avait un impact sur les prédictions qu'on pouvait faire en temps long. Donc, c'est toujours pareil, il y a un travail déjà de défrichage, de compréhension de ce qui peut se passer comme phénomène. Il faut déjà le cibler avec les biologistes, hein. Ça prend beaucoup de temps parce que, comme je vous ai expliqué, c'est assez compliqué. Donc, il faut arriver à prélever un phénomène, arriver à comprendre comment ça marche mathématiquement au niveau, construire un modèle probabiliste, et après on peut se lancer à développer des études statistiques pertinentes. Le problème, c'est d'être pertinent. Donc ce que je vous ai montré sur les arbres phylogénétiques, c'est en train de se développer beaucoup pour plein de questions, pour tester des problèmes de biodiversité comparés suivant la latitude, etc., à partir des phylogénies moléculaires. Hein. Donc ça, c'est des données qu'on a de plus en plus massivement. Donc il y a des algorithmes énormes, hein, qui prennent beaucoup de temps de calcul, qui reconstruisent ces phylogénies, ces observations. Là, il faut voir que l'observation, l'échantillon, c'est un arbre phylogénétique construit sur ces données. Et après, on fabrique des statistiques là-dessus. Non, enfin, c'est pas qu'une vue d'esprit. Alors après, c'est vrai que les biologistes de l'évolution sont beaucoup des historiens. Hein. Ils essayent de comprendre l'histoire de la biodiversité pour essayer pour être capable de la prédire. Donc, non, on n'est pas du tout détaché de... Voilà. Après, chacun, suivant ses goûts, se place... mais il y a de la place pour beaucoup de monde. Hein. Les jeunes, je m'adresse à vous parce que il y a beaucoup de problèmes. D'autres questions? Allez-y. Oui. Votre exposé était absolument passionnant et je trouve que votre travail est très très courageux à chercher à faire le lien entre les mathématiques et la biologie. Chapeau. Alors j'avais une question, j'ai trouvé la fin très intéressante, c'est-à-dire le paramètre sélection lié un petit peu à l'environnement. Dans ce que vous faites sur des temps très longs, vous avez fait quelque chose qui est du premier ordre. C'est-à-dire que vous avez supposé une occasion ou une source de variation des choses. Est-ce qu'il existe déjà des modèles où on peut avoir peut-être 2 ou 3 interactions possibles, en plus d'interactions aussi peut-être entre différentes espèces qui évoluent parallèlement, qui peuvent se détruire? Oui, alors là, je vous ai raconté des choses assez simples. Il y a des choses, alors c'est beaucoup plus compliqué du point de vue mathématique, mais où même on intègre les dynamiques des ressources dans le modèle. Et on voit comment on va avoir soit de la spécialisation sur certaines ressources, c'est-à-dire qu'il va y avoir des sous-populations qui vont apparaître, qui vont être spécialisées pour consommer une ressource plutôt qu'une autre. Soit, faut que je leur montre. Soit des espèces qui restent très généralistes et qui vont consommer toutes les ressources. Bon, là, je vous ai présenté un paramètre réel, donc c'est ça, mais on peut prendre des vecteurs, on peut prendre des interactions beaucoup plus compliquées. Après, alors, il y a le côté mathématique, puis il y a aussi le côté simulation, hein, parce que la simulation, c'est pas des preuves, mais ça permet aussi de voir beaucoup de choses. On peut intégrer plein de choses. On peut intégrer l'espace, on peut intégrer du sexe, on peut intégrer de l'âge. Est-ce que je peux me permettre une deuxième question? Bien sûr. Vous utilisez vos modèles et vous regardez un petit peu en remontant dans le temps. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec des espèces qui se reproduisent très très vite, genre drosophiles ou des petites bêtes comme ça, on pourrait induire une variation à un moment donné en apportant une perturbation et regarder un petit peu comment colle la théorie avec l'expérience? Ah bah oui, ça c'est des choses qu'il y a des gens qui font ou qu'on fera.
Ça, alors bon, voir une drosophile, là c'est plutôt en termes d'espèces, mais ce que je vous ai raconté. Mais il y a effectivement des gens qui repèrent toutes les mutations alors drosophile je sais pas, mais en tout cas de mettre même des bactéries sur des boîtes de pétri, hein, et qui regardent et qui repèrent avec des effets de fluorescence, les apparitions de mutations et toutes des histoires de vie. Oui, on commence à récolter des données. Hein. Oui, d'autres questions? En bas dans la salle, pas de candidats, je vous en prie, allez-y. Moi, j'ai une petite question. Je voudrais que vous affiniez pour un esprit simple, comme dirait Flaubert, je crois, un cœur simple. Vous affiniez, pour moi, entre autres, la notion de mutation. Est-ce que certaines mutations est-ce qu'il n'y a pas des mutations qui sont induites par l'environnement, par exemple? Et est-ce que finalement toutes les mutations ne sont pas induites? On ne sait pas. Parce que vous parlez de hasard, et c'est là que j'aimerais que l'on cerne cette notion de hasard dans la mutation. Je sais bien que vous n'êtes pas généticienne, mais enfin, vous avez souvent fait allusion à la génétique, là. Alors, cette mutation, elle est totalement aléatoire ou elle est toujours plus ou moins induite par l'environnement? Alors bon, il y a peut-être des généticiens dans la salle, j'en sais rien, mais j'ai lu quelques articles qui disent qu'il y a un vrai aléa dans la cellule. Il y a un vrai hasard. Oui, il y a un vrai hasard. Dans la cellule. Mais moi, là, je suis d'accord. Je suis un peu à la limite de mes compétences. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a des mutations. Alors, il y a le génétique et l'épigénétique. Voilà, mais il y a des mutations sur des parties du génome qui n'ont pas d'impact au niveau phénotypique, c'est-à-dire au niveau où on peut observer les choses. Bon, il y a des mutations, il suffit qu'il y ait une base dans l'ADN qui mute pour avoir des gros impacts, et puis d'autres fois, il faut une accumulation de mutations pour... Et donc, ça se passe essentiellement dans les réplications de l'ADN, hein, au sens vague. Je reviendrai sur le coup de la girafe aussi tout à l'heure pour les feuilles. Alors, je crois qu'il y a plus de jeunes, alors je voulais faire rire. Oui, je crois que j'ai une question dans la salle du bas. Voilà, monsieur ou madame, je ne vois pas bien. Voilà, on vous écoute. À la fin de la conférence, vous avez évoqué l'idée qu'un mâle coûte plus cher à entretenir. Est-ce que vous pouvez développer l'idée de l'information, s'il vous plaît? Intéresse. Non, mais on se pose quand même beaucoup de questions, enfin, biologistes, sur effectivement pourquoi la reproduction sexuée continue à survivre, quoi. Oui, non, les mâles, oui, faut les nourrir. Pendant l'acte sexuel, les animaux peuvent être soumis à prédation. Il y a tout un tas d'inconvénients à la reproduction sexuée. Donc, alors, il y a des raisons. Hein, la raison qui est toujours avancée, c'est ça crée de la diversité. Mais enfin, les biologistes vous donnent des tas de contre-exemples où ça ne crée pas du tout de diversité. Et bon, alors nous, on pense reproduction sexuée, on pense deux, mais chez les champignons, ils ont des sexes. Il y a des champignons qui ont 1000 sexes, par exemple. Donc, alors, c'est des émanations chimiques, c'est pas tout à fait la même chose. Mais donc, c'est vrai que c'est un problème. Moi, j'ai découvert en discutant avec les gens du muséum, mais c'est vraiment un problème ouvert. C'est étonnant, les grandes classes de problèmes complètement ouverts qu'il peut y avoir en biologie, quoi. Vos collègues du muséum pensent qu'un jour, peut-être, les hommes arrêteront de se reproduire de façon sexuelle? Alors, les hommes, je ne sais pas, mais il y a des espèces qui sont devenues, qui se reproduisent par parthénogenèse et qui ont encore la trace du fait qu'elles se reproduisaient de manière sexuée avant. D'accord. Ou il y a des espèces qui mixent, hein, les pucerons, ils mixent. Quand la situation climatique, l'environnement devient néfaste, hop, la reproduction devient sexuée. On fabrique des graines. Les graines, ça se maintient dans le désert. On fabrique des œufs. Et puis, dès que tout va bien, hop, on refait du clonage, quoi. On va bien faire ça. Et chez les poissons, il y a même des changements de sexe en fonction des conditions extérieures. C'est des choses, on ne sait pas comment agit la sélection naturelle sur ça, quoi. D'autres questions? Bon, je vous ai parlé un peu des problèmes. Je me pose des questions du point de vue du phénomène. Bonsoir, monsieur. Bonsoir.
J'avais une petite question par rapport déjà à Darwin, puisque l'évolution, on a tendance à imaginer que c'est toujours pour un mieux, pour avoir des critères génétiques qui vont améliorer l'espèce. Il me semble que c'est parfois pas le cas, puisque je crois qu'on a constaté sur notamment des bactéries qui, quand on mettait un petit groupe dans un milieu isolé, perdaient en fait de l'information génétique. Et j'ai entendu aussi que certains scientifiques se posaient la question de est-ce que ça pourrait pas être aussi le cas pour l'homme, qui pourrait perdre certaines de ses caractéristiques, voire une perte éventuelle d'intelligence ou de choses comme ça, en fonction de son environnement. Et je voulais savoir s'il y avait justement, si les mathématiques, à ce niveau-là, il y avait des travaux aujourd'hui sur ces sujets, notamment éventuellement de la perte, effectivement, et de la désévolution, on va dire. Alors, sur le premier problème que vous avez soulevé, il y a des travaux très récents, parce que je pense que c'est lié à ce qu'on appelle le vortex d'extinction, et vous avez dit le mot qu'il faut, c'est le mot petit groupe isolé. Parce que si vous avez une petite population, en fait, vous pouvez avoir beaucoup plus d'accumulation de ces fameuses mutations délétères dont j'ai parlé. C'est un peu des problèmes, imagine, de consanguinité. Moins il y a de gens, plus vous vous reproduisez entre vous, et vous allez avoir comme ça des accumulations de mauvaises mutations qui vont vous faire mourir de plus en plus vite. Et on appelle ça le vortex d'extinction, et c'est un vrai problème dans la conservation de la biodiversité. Pardonnez-moi, on appelle ça le vortex, ça veut dire tourbillon en anglais, le vortex d'extinction. Ah, le vortex d'extinction. Parce qu'il y a une accélération du taux d'extinction du fait de ces accumulations néfastes. D'accord. Et en fait, du coup, on ne sait pas trop, par exemple, quantifier à partir de quelle taille de population on rentre là-dedans. Donc il y a eu des travaux de biologistes qui pensaient que c'était juste la taille. Et il y a Russell Landy qui avait dit c'est 1000 individus. Donc à partir de 1000 individus, on sait que de toute façon, c'est foutu, quoi. Mais en fait, c'est plus subtil. Ça dépend plus des taux qu'on a vus tout à la fin. Enfin, déjà dans des... Voilà. Mais effectivement, il y a ça. Alors l'autre question, on n'a pas dit que c'était de mieux en mieux. On a dit que c'était mieux adapté à l'environnement. Donc, l'environnement, est-ce qu'il fabrique des hommes plus intelligents qu'avant ou moins? Ça, je vous laisse. Donc, je pense que c'est un chercheur on perd la mémoire, anglais par exemple. récent, On a tous des nom. portables qui savent tout pour voilà. nous. Non, je veux dire, il y a des évolutions technologiques qui font qu'on va évoluer. Ça, c'est clair. Sur le langage aussi. Je pense, je m'avance sur des terrains. Je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas très bien, mais alors, est-ce que c'est mieux ou moins bien? Voilà, on s'adapte. Ça, ce sont, oui, des concepts qualitatifs, difficiles à manier. D'autres questions? Oui, bonsoir, monsieur. Comment dire? Est-ce que finalement, avec tous les outils statistiques dont on dispose aujourd'hui, on ne pourrait pas, par exemple, déterminer en fonction de certains critères donnés des caractères qui seront favorables à une évolution? Plus tard. Est-ce qu'on voit des caractères aujourd'hui par exemple, qui vont être privilégiés, qui vont privilégier la survie d'une espèce? D'accord. Oui, les doigts fins pour faire sur les iPhones. Je sais pas. Vous ne pouvez pas répondre? Non, ça, je suis en train de réfléchir. Non, je plaisante avec les histoires de doigts fins, mais c'est vrai aussi que l'électronique, enfin l'informatique en particulier... Non, mais bon, soit on est collé à des choses de la réalité, et là, on est limité par la méconnaissance des phénomènes. On ne sait même pas encore, à l'heure actuelle, vraiment les liens entre ce qu'on appelle le génotype, c'est-à-dire même si on a tout le séquençage possible, et ce qu'on appelle les phénotypes, c'est-à-dire la manière dont ça entraîne des émissions chimiques qui vont faire qu'on a telle taille ou telle couleur d'yeux. Donc c'est vraiment compliqué de savoir. Après, des modèles comme je vous ai montré à la fin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dessus, mais ramener ça à la réalité, c'est extrêmement compliqué encore. Cela dit, est-ce que c'est une piste de travail qui vous paraîtrait intéressante si on vous proposait un étudiant ou un chercheur vous dit moi je vais me brancher sur ou essayer de discerner les caractéristiques qui pourraient aider. Est-ce que c'est réaliste? Dit comme ça, c'est pas réaliste. Après, c'est un peu un autre métier de travailler avec des gens sur une espèce précise, sur un phénomène précis. Et là, on va peut-être développer, comme je l'ai un peu dit au début, des outils peut-être moins performants du point de vue de la conception, de la modélisation, mais
qui permettront d'avoir des réponses quantitatives. Mais là, il faut des données précises, une question précise, et on met peut-être plus les mains dans le cambouis, mais on va moins avoir l'idée des phénomènes, quoi. Voilà. Mais bon, les choses peu à peu se transmettent, et changer de sujet de thèse. C'est les jeunes qui développent. Changer de thèse. Ah non, au contraire, non, je vous accueille. Alors, précisément, vous parlez de main dans le cambouis. Moi, j'aimerais savoir toutes vos recherches, toutes vos découvertes, toutes les mathématiques que vous servez et que servent vos collègues. En fait, sur le plan pratique, qui vient vous les demander, qui s'en sert et à quoi ça sert? Pratiquement. Alors, ça veut dire quoi, s'en sert? Pardon? Ça veut dire quoi, qui s'en sert? S'en sert, vient vous demander... vous posez des questions sur tel... vous avez parlé tout à l'heure de la diversité. Bon, la diversité, il suffit d'allumer une chaîne de télévision câblée et on nous, j'allais dire, on nous bassine, passez-moi l'expression, enfin, à longueur de temps, attention, les ours polaires, les machins, les trucs, les petites fleurs, etc. Il y a quand même une inquiétude quant à la diversité biologique. Est-ce qu'il y a des gens, des politiques, qui viennent vous demander des chiffres, quelque chose de factuel sur ce sujet? Un peu comme on demande aux météorologistes qui travaillent aussi dans des domaines très aléatoires, on leur demande quand même d'avoir un minimum de capacité de prédiction. Oui, aux gens qui sont effectivement à Météo France, pas aux gens qui ont construit les équations dérivées partielles qui ont permis de ces questions-là. Donc c'est une échelle, hein, c'est vraiment une échelle d'interaction, tout ça. Bon, moi, je travaille avec des biologistes très théoriciens au Muséum national d'histoire naturelle, oui, qui, eux, ont les contacts avec la monde, disons, plus politique. Mais voilà, donc nous, on travaille avec ces biologistes qui, eux... Mais vos outils mathématiques débouchent quand même sur des études, des rapports, vous savez, en français, rapports. Non, mais il y a études, vous dites quantifier et tout, mais moi, je pense que le plus important, c'est la construction de la pensée et d'avoir des idées et des nouvelles pistes de compréhension. Donc, nous, avec les biologistes, c'est ça, c'est à ce niveau-là qu'on interagit. Et vraiment, ce qui est passionnant, c'est d'essayer de se faire... transmettre nos manières de penser différentes. Et bon, je peux citer Denis Couvet, par exemple, qui est le directeur d'une équipe au muséum, et qui dit que c'est ce que j'ai dit au début, c'est un leurre de penser qu'avec des équations, on va expliquer comme ça toute la biologie. C'est hyper compliqué, mais on va pouvoir donner des idées dépassionnées et objectives des problèmes. Le mot dépassionné, il est fondamental. Parce qu'on peut modéliser des phénomènes. Par exemple, je vous ai parlé de fragmentation d'habitat. Eh bien, on va modéliser ce qu'on appelle des patchs, c'est-à-dire des habitats, de la migration, et voir, suivant quel type d'habitat on a, si on va conserver de la biodiversité ou pas, etc. On va pouvoir avoir ça. Donc voilà, on amène des nouvelles idées. Si un des critères principaux, c'est la dépassion, je comprends que vous ne vous approchiez pas trop du politique. Ça, honnêtement, c'est vrai que j'ai aussi des réunions, j'en avais avec des gens d'Ifremer la semaine dernière, ils sont totalement démoralisés, parce que c'est extrêmement difficile de faire avancer les choses. Mais voilà, après, il y a des gens à tous les niveaux de travail. Oui, j'ai une question, je vais dire au balcon, excusez-moi. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Ma première question, ce serait, est-ce que vous, comme vous êtes vous faites des statistiques probabilistes, est-ce que vous construisez des indicateurs pour justement, comment dirais-je, prévoir comment la population va être, et cette approche que vous nous avez décrite de manière tout à fait remarquable là pendant 45 minutes, qu'est-ce qu'elle apporte en plus par rapport à ce qui peut déjà exister ou ce qui peut se faire sans cette approche, je dirais, de l'évolution de la part de vos collègues dans d'autres universités ou d'autres grandes écoles. Bon. Et moi, j'ai eu le sentiment aussi, dans ce que vous avez décrit, la manière dont vous l'avez décrit, vous faites un peu de maths, un peu de stats, et puis vous faites aussi quand même beaucoup d'économie de l'environnement, de toutes ces disciplines un peu nouvelles qui ont émergé depuis une vingtaine d'années. Donc, vous êtes un peu à la croisée des chemins, entre guillemets. Alors, je n'ai pas du tout parlé d'économie. Oui, mais... Effectivement, il y a des gens qui travaillent. Alors, bon, on dit je, mais là, je vous ai raconté une histoire un peu, donc c'est un point de vue, mais j'aurais pu choisir d'autres points de vue. Il y a des gens qui travaillent sur les indicateurs de biodiversité.
Ça se développe énormément. Et nous, on a monté un gros projet donc, avec des gens du muséum et aussi avec Veolia Environnement. Parce que il y a des nouvelles lois qui s'appellent les lois de la compensation. Donc là, je vais arriver dans des choses qui ont l'air de vous exciter plus. Et en fait, ce qui veut dire quand on détruit un habitat écologique, on est obligé maintenant, donc ça a intérêt d'en reconstruire un de même type de biodiversité. Donc avec ces lois-là, vous voyez, les gens sont obligés de mesurer la biodiversité d'un espace. Donc ça se pose pour une centrale nucléaire, parce que je ne rentre pas dans des polémiques, ça se pose pour une station d'épuration, ça se pose pour une autoroute, etc. Et donc il y a tout un développement d'indicateurs de biodiversité qui se fait plutôt chez les biologistes théoriciens. Et c'est vrai que nous, on échange beaucoup avec eux et peu à peu, voilà, on se comprend, on avance, on a des échanges. Par exemple, alors je m'écarte des problèmes plus typiques là, mais donc j'ai emmené des élèves en Guyane et où ils essayaient de mesurer la diversité chez les espèces de chauves-souris, parce que dans les zones tropicales, il y a beaucoup plus d'espèces que dans nos zones tempérées. Et donc, dans une entrée de grotte, ils ont une espèce de réceptacle pour permettre d'identifier les sons des chauves-souris. Et j'ai amené leurs données dans mon centre de Matappli, où il y a des gens qui ont fait du traitement de théorie du signal pour essayer de quantifier. Ça, c'est au muséum, ils travaillent beaucoup sur les oiseaux, pareil, en essayant de quantifier, mais donc par des outils de maths qui ne sont pas ceux que je vous ai racontés aujourd'hui, mais donc de théorie du signal, essayer de repérer les différents sons pour quantifier la biodiversité. Et ça, il y a plein de choses qui se développent en ce moment et qui sont motivées aussi par du politique au sens large. Ah bah, la réponse vous convient? D'autres questions? Vous avez parlé de noyau de compétition tout à l'heure. Un noyau, c'est un terme mathématique, là. Oui, non, pardon. Ah non, je croyais que c'était... Je le ferai plus. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire des noyaux, quand même, qui vous apparaissent actuellement, là, vraiment, dans les sociétés humaines, Non, mais là, c'est un modèle qui essayait de prendre en compte le fait que les individus luttent pour des ressources et que les ressources sont limitées. Oui, alors donc, par exemple... Parce que si les ressources sont illimitées, il n'y a pas de compétition de ce type entre les individus. Ça dépend, il y en a qui voudront toujours un peu plus que l'autre, même s'il y en a pour tout le monde. Oui, mais on ne parle pas des hommes, là. On parle au sens large. Un individu, j'aurais dû le dire, ça peut être une bactérie. Ou ça peut être, c'est asexué, mes modèles, là. Donc, mais bon, voilà. Alors, après, là aussi, c'est un compromis, parce que soit on essaye d'être très loin du pratique pour essayer d'avoir des idées de phénomènes et pouvoir innover justement dans les phénomènes et d'avoir un peu une réflexion large, et on ne va pas rentrer trop dans le détail des choses, ou soit après, c'est soit un autre métier, soit un choix à un moment de sa vie, on rentre vraiment dans la description d'une espèce, et là, on va vraiment décrire beaucoup plus précisément les choses, quoi. Oui, bonsoir monsieur. Attendez, voilà, appuyez sur le petit bouton rouge et inclinez le micro vers vous. Voilà. Vous avez mentionné la consanguinité tout à l'heure. Est-ce que la théorie a encore davantage à dire sur cette question? Il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Alors, oui, consanguinité, vous pensez sans doute à l'être humain, mais il y a beaucoup de choses. Alors, c'est pas de la consanguinité, mais c'est... je trouve plus le terme, je commence à fatiguer. Il y a des phénomènes comme ça qui se passent chez les plantes, et il y a beaucoup d'études qui sont faites sur les plantes, sur ces phénomènes-là. Mais bon, c'est à l'infini, les problèmes. Donc, oui, je pense qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Moi, je n'ai pas regardé. Je voudrais vous féliciter pour votre réponse à l'avant-dernière question sur l'utilité. C'est toujours une question difficile pour les mathématiciens, et je trouve que vous avez très bien répondu. Merci. Pauvres mathématiciens, merci de leur rendre hommage. Qui a encore des questions là? Pardon? On est partout, il y en a partout. Oui, je sais bien. Dans la salle, là, j'en ai repéré quelques-uns. Je ne parle pas des mathématiciens, je parle des maths. Ah, des maths. Ah, alors les maths, il y a partout, les maths. Partout.
Sauf dans ma tête. Enfin, ça, c'est autre chose. Ça, c'est D'autres du questions? Allez-y, je vous en prie. Quelle est peut-être l'originalité de ce type de recherche en Europe? Est-ce qu'il y a des écoles comme en maths? Parce que alors en maths, il y a quand même des écoles, enfin même s'il y a beaucoup de, même s'il y a beaucoup d'échanges. Que j'ai raconté. Oui, mais ce type d'études, Oui, il y a un probabiliste, est-ce que il y a- c'est plutôt américain, plutôt Probabiliste ou probabiliste pour ces problèmes d'évolution là, ça, c'est assez développé en Europe du Nord. Oui, c'est ça. Il y a eu toujours une grosse tradition de développement des modèles probabilistes pour la biologie en Europe du Nord. Ouais. Là, enfin, en ce moment, il y a un gros groupe sur Oxford et il y a, oui, le sud de la Suède, la Göteborg, par exemple. D'accord. Voilà, donc il y a nous, il y a quelques personnes aux États-Unis aussi, mais c'est assez nouveau, hein, cette manière. Bah oui, c'est pour ça les rapports sont un peu. Non, mais on n'a pas de frontières, hein, nous, on voyage beaucoup. Oui. D'accord, donc il y a des échanges un peu comme dans tous les domaines scientifiques. Bien sûr, mais de toute façon. D'autres questions sur ces effets, enfin sur ces mathématiques et ce hasard? Vous avez cité tout à l'heure. Attendez, je regarde dans la salle du bas. Non? Toujours pas de réaction dans la salle du bas? Personne ne veut la parole? Vous avez cité tout à l'heure comment s'appelle-t-il? Darwin, bien sûr, à plusieurs reprises. Nous avons déjà parlé de Darwin dans cette enceinte. Est-ce que vous pensez que les choses auraient été semblables? C'est idiot comme proposition, mais enfin, de toute façon, les mathématiques auraient pris cette place dans le fait d'envisager les populations s'il n'y avait pas eu cette théorie de l'évolution? De toute façon, s'il n'y avait pas eu Darwin, il y aurait eu Wallace. Hein. Enfin, les idées, elles évoluent. Il y en a eu un autre, oui. Quand on fait de la recherche, on est sidéré, quoi, parce qu'on voit, quand on voit l'histoire des idées, elles vont émerger en même temps et de manière totalement... Alors maintenant, c'est plus dur, parce que maintenant, il y a Internet, il y a le mail, tout le monde communique, mais en tout cas, dans l'histoire, on voit des grandes idées qui ont émergé, parce qu'il fallait qu'elles émergent. On arrivait là, quoi. Donc là aussi, c'est Darwin, mais ça aurait pu être un autre. C'est encore un coup du hasard. De toute façon, voilà, s'il était arrivé, ce que je disais, au même moment, je crois. Oui, du hasard, non, de l'évolution. Vous n'avez pas vu l'exposition à la Fondation Cartier, là, sur les mathématiques? À quel endroit? À la Fondation Cartier à Paris. Il y a une grande exposition sur les mathématiques. Et il y avait Gromov, qui est un grand mathématicien théoricien, qui avait fait une espèce enfin, il appelait ça sa bibliothèque imaginaire, et où il avait un certain nombre de livres, mais à travers lesquels il expliquait comment la pensée évoluait suivant un peu les mêmes processus d'adaptation que les individus, quoi. Donc je pense, oui. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des similitudes entre les mathématiques des fractales? Parce que vous avez beaucoup parlé d'échelle tout à l'heure. Je n'ai pas parlé de mouvement brownien, là, mais j'aurais pu vous mettre un mais je vous en prie, il est encore temps, on a encore un petit... J'aurais pu vous mettre un fractal. Non, mais c'est peut-être une question parfaitement stupide, mais est-ce qu'il y a comme ça reproduction d'une échelle à l'autre de vos équations, de vos rapports? Oui, il y a même des modèles très proches de ça, mais quand on change effectivement des échelles, où on tombe sur des objets qui ont des propriétés d'autosimilarité. Ouais. Je vous en prie. Oui, que faites-vous chez Veolia Environnement? Je ne suis pas chez Veolia Environnement. Eh bien, pourquoi C'était parce que nous avons développé ce qu'on appelle un mécénat recherche. Nous sommes libres de tout, mais avec des gens du service de recherche de l'environnement sur ces problèmes-là d'indicateurs de biodiversité. Et c'est assez... moi, j'étais aussi voilà, je suis dans une grande école d'ingénieurs où on s'ouvre aussi autrement que dans des bulles. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir une démarche aussi d'écoute par rapport à une recherche en entreprise. Et c'est intéressant de voir des problématiques. Alors, il y a quelqu'un, je ne sais plus s'il est encore là, qui parlait d'économie tout à l'heure, même de voir aussi les implications humaines sur ces problèmes-là et même sur les questions qu'on peut se poser.
Et puis on leur donne aussi, on leur transmet un peu une culture de la modélisation. Parce que c'est pas naturel, hein, de la modélisation dans plein de centres de recherche, d'entreprises, même de grosses entreprises, c'est assez étonnant. Voilà, donc c'est... Bon, moi j'ai des élèves polytechniciens, on les envoie en stage, on discute, on essaye de faire développer la recherche en entreprise de manière, entre guillemets, intelligente. Votre question cachait autre chose, non, pour Oui, Veolia je pense. Non, je pense, mais bon. Non, parce que je ne suis pas du tout mathématicien Ouais. et biologiste, donc... Ah oui, ben, je dis, ils ont des problématiques environnementales importantes. Par exemple, ils ont des stations d'épuration. Les stations d'épuration, bon, j'aurais pu vous parler de ça aussi, c'est des bactéries dans un chémostat. Et le principe d'une station d'épuration, c'est des bactéries qui s'adaptent à bouffer toutes les saloperies qu'on leur donne. Hein. Donc, c'est exactement des phénomènes comme ça. Ils ont des problématiques de rejet d'eau usée, par exemple, dans l'océan. Là, on a eu des étudiants qui ont travaillé à partir de données... des essais de mesures écologiques, parce que c'est pas évident de mesurer l'évolution de la qualité écologique d'un habitat, d'essayer de mesurer des impacts d'eau usée, des choses comme ça. Donc on travaille sur des questions précises. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Hamel, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez préoccupé par le coût de la girafe. Oui. Ça m'a intrigué. Oui, parce que je continue de m'interroger bêtement sur ce qui fait que le coût de la girafe est tel qu'il est. Et c'est-à-dire que je continue d'avoir une difficulté intuitive à accepter le fait que le coût de la girafe est grand par hasard. Et je me demande si quelque part le fait de devoir attraper des feuilles de plus en plus haut n'aurait pas un fond de vérité quand même. Oui, mais c'est très différent de dire que c'est le même individu qui a tendu son cou au cours de la oui, vie. non, là j'en suis pas là quand même, si vous voulez. Bah non, mais l'évolution, c'est ça. Je veux dire, oui. C'est qu'il y ait une adaptation. C'est cette articulation entre le hasard et la nécessité, comme dirait, qui continue de m'interpeller, on dit maintenant. D'autres questions? Je vous en prie. En bas, peut-être? Non? Bien. Pour finir, j'aimerais... Comment vous travaillez avec les biologistes? Comment ça se passe? Je suis très terre à terre, vous savez. Au tableau. Au tableau. Non, mais c'est vrai. Non, mais attendez. Est-ce que tous les biologistes suivent les équations? Théoriciens. J'ai bien dit. Hein. J'ai dit je oui, avec oui. des Non, biologistes alors attendez, un biologiste théorique, oui, c'est quoi? C'est un mathématicien, alors. La communauté des biologistes, c'est une immense communauté, bien plus grande que essayez celle des de nous faire un petit film, là. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ben oui, beaucoup quand même au tableau. Voilà, je dis moi j'ai des individus qui naissent, donc moi j'écris un taux de reproduction, qui meurent, qui font ça, l'impact avec les ressources, et puis j'écris on écrit tous les paramètres, et puis on essaye de comprendre après. Et ils repartent avec ça, et puis. Enfin, ils repartent, ça prend du temps, hein. Oui. Ça prend beaucoup de temps. Oui. Ils bossent là-dessus. Il faut du temps pour mûrir les idées, hein. Et ils reviennent en disant « Ah, je vois à quoi ça correspond dans mon domaine, c'est ça? Ou comment c'est applicable ?» Non, mais bon, c'est aussi, ça prend du temps. Peu à peu, on avance ensemble, on commence à se parler. Mais on est soit au tableau, soit autour d'une table. Et il y a des articles de biologie. Puis nous, on essaye de comprendre, du point de vue de la modélisation, comment on pourrait mettre des descriptions de phénomènes en équation. Et puis voir quel type de résultats on peut se permettre d'avoir. Bon, des fois, on fait des simulations pour avoir une intuition, parce que les 2 dessins que je vous ai montrés à la fin, c'est pas gagné quand on voit le modèle qu'on va obtenir des choses comme ça. Hein. Donc non, là, la pas simulation, gagné, c'est sûr, oui. Ça aide beaucoup. Et l'existence des branchements évolutionnaires, il a fallu 20 ans pour comprendre, quoi. Vraiment, ce qui se passait. Il y a des grosses remises en cause de temps en temps, non? Ah non, on s'était trompé, c'est pas ça. Oui, il y a des remises en cause. Alors des grosses, non, mais par exemple, on parlait du vortex d'extinction. Oui. C'est une remise en cause de dire qu'il n'y a pas que la taille qui joue dans ce vortex, ou des choses comme ça, que la taille de la population. Alors c'est des petites remises en cause, mais néanmoins, ça donne des réponses quantitatives différentes, quoi. En bas? Bien, écoutez, oui, où ça? Ah oui, bonsoir monsieur. Alors en bas après, oui, tout de suite là monsieur, oui, bonsoir. La mathématique est une science dans laquelle
on ne sait où on va, ni si ce que l'on dit est vrai. Ah, si. Ah, ben vous avez attendu, mais vous l'avez eu, là. Hein, bon, allez-y. C'est une phrase de Bertrand Russell. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Alors, on peut résumer les mathématiques, c'est répétez bien fort. La mathématique est une La mathématique, oui. La mathématique est une science dans laquelle on ne sait ce qu'on fait, ni si ce que l'on dit est vrai. D'accord. Eh bien, avec ça, allons-y. Qu'est-ce qu'en pense madame? C'est ça, allez. Bertrand Russell. Moi, je pense que c'est les mathématiques. Mathématicien. Non, mais bon, après, chacun a son expérience. Bon, les mathématiques, c'est quand même fabriqué par des suites d'assertions logiques. Alors, c'est soit on accepte, on peut remonter à l'axiome du choix, mais enfin, je pense que c'est pas le but de la conférence. Si on accepte le contexte mathématique dans lequel on est, après, à part en probabilité, où c'est pas... Monsieur, vous aviez... il y a toujours du presque sûr, mais c'est quand même... Enfin, quand on prouve quelque chose... dans un certain modèle, enfin dans un certain contexte, c'est vrai. Monsieur, vous aviez le programme du forum, que vous saviez que Sylvie Méléard est présidente du département de mathématiques appliquées à l'école polytechnique. Quand vous êtes venu, là, vous savez... C'est pas trop masochiste comme... Non. Vous êtes mathématicien peut-être, non? Bon. Non, mais les mathématiques appliquées en particulier, ça se développe partout. Alors après, vrai ou faux, enfin, ce qu'on prouve, c'est vrai, dans un certain contexte. Hein. Après. Alors, j'ai une question. Elle n'est pas de moi, la phrase. Pardon? La phrase n'est pas de moi, elle est de Bertrand Russell, mathématicien. Okay. La preuve? Ah, oui, d'accord. On va aller en bas. J'ai une question, je crois. Bonsoir. Alors, voilà, il y a un problème de micro. En bas. Allez-y. Ok, bonsoir, merci pour l'exposé. En fait, je me demandais si, vu que la Terre est finie, est-ce qu'il y avait des mathématiciens qui s'étaient hasardés à un peu envisager sur des modèles l'évolution en gros de l'espèce humaine et quelques autres espèces éventuelles pour oser regarder ce qui pourrait se passer? Et est-ce que en fait la difficulté vient au niveau du manque d'interaction entre les espèces? Et je pense notamment donc à l'espèce humaine où finalement depuis un siècle en gros il y a une augmentation énorme de la population. Et est-ce que ça par exemple on sait à peu près vers quoi ça peut aller? Est-ce qu'il y a des mathématiciens qui cherchent sur ça? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que c'est trop hasardeux? Moi, j'en pense rien, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, sur des modèles d'expansion de la population humaine. Vous n'en pensez rien? Non. Non, parce que je n'ai pas regardé spécifiquement ce problème-là. Et alors, ceux qui en pensent quelque chose, ils en pensent quoi? Je ne suis pas sûre que ce soit des mathématiciens qui regardent ça. Je ne sais même pas si c'est des biologistes ou des gens de démographie plutôt. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas du tout des gens que je connais. J'en pense rien. Je peux rien dire sur ces modèles-là, je les connais pas. Oui. Enfin, les démographes sont quand même des gens qui doivent se servir de vos outils. Oui. Non, des miens, non, mais enfin, des vôtres, non peut-être pas, mais des mathématiques. Oui. Ça, c'est sûr. Oui. Voilà. Et même beaucoup, pour ne pas dire exclusivement, s'ils sont sérieux. Ah oui, pour faire de la prédiction, de toute façon. Et c'est vous qui vous leur fournissez la communauté, oui. D'autres questions? En bas? Bien. Eh bien, écoutez, je voudrais qu'on remercie très chaleureusement et qu'on félicite Sylvie Méléard de résister avec autant de talent au terrain pratique. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour le prochain forum. Ce sera donc le 20 février et on parlera de la théorie des ensembles dont peut-être certaines et certains d'entre vous ont souffert aussi. Bonne fin de soirée.
programme à l'accueil. Vous pouvez, parce qu'effectivement, Et là, on vous voyez, a où mis sur vous les êtes terres. étonnant, c'est que par exemple les gens de Veolia et autres, ce qu'ils veulent,